Bien, bonsoir. Et nous avons donc la chance d'accueillir Roland Lehoucq. Je signale quand même que si j'ai pu réaliser aussi cette exposition Amazing Science, c'est aussi grâce à Roland qui, je pense, avait donné mon nom à ceux qui voulaient réaliser cette exposition, c'est-à-dire le CEA et l'INSERM. Bon, c'est... Bon. Ça fait un petit moment qu'on tourne ensemble comme ça sur certains... On pense aux gens qui travaillent bien, qui écrivent bien, forcément. Donc c'était naturel de penser à toi pour cette exposition. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vue, je vous incite à aller la voir parce qu'elle est assez visuellement très réussie. Et puis les petits textes de Claude, des short, comme on dit en anglais, des toutes petites histoires de 3 phrases. Essayez de faire une histoire en 3 phrases, avec un début, un milieu, une fin. C'est pas une histoire, on va dire en gros un début, un milieu, une fin, c'est pas facile. Et là, Claude avait fait un très beau travail sur cette exposition, sur ces petits textes. Alors, Roland est un astrophysicien qui travaille au CEA de Saclay, et en même temps, c'est un grand vulgarisateur des sciences, et pas seulement de l'astrophysique. On peut le trouver aussi bien dans des revues scientifiques, on voit parfois son nom au sommaire de Ciel et Espace, mais on le voit tous les mois dans Pour la Science, et on le voit aussi dans les revues de science-fiction. Nous travaillons pour la même revue, Bifrost, où il y a les petits commentaires du professeur Lehoucq qui, parlant d'un roman de science-fiction ou d'un film, essaie de savoir si c'est possible, en quoi l'auteur est réaliste et où est-ce qu'il prend ses libertés. Et c'est donc pour lui, la science-fiction, une manière de parler de la science. Alors évidemment, il va plus se rabattre sur les grands films, puisque ce sont ceux-là qui sont les plus connus du grand public. Ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'il n'est pas obligé à chaque fois de résumer l'histoire pour que l'on comprenne bien. Vous verrez après, il y a quelques livres de lui qui seront à la vente. Je peux vous en recommander quelques-uns, il y en a que j'adore. Bon, il s'est amusé à calculer, c'est un travail fou, où se trouve le Temple du Soleil de Tintin, d'après la date de l'éclipse et autres, donc il a réussi à le localiser. Il a analysé quels sont les pouvoirs de Superman et comment Superman devrait être exactement, étant donné ce qu'il est capable de faire physiquement. Donc il a même calculé à partir de sa force physique la masse de la planète Krypton d'où il vient. Il a, bon, bien, on sait qu'il a des talents de drag queen pour pouvoir arrêter un train lancé à toute vitesse, et chaque fois il y a des petits dessins très marrants qui voient Superman changer avec ses yeux de chouette. On ne peut pas le prendre en photo évidemment, c'est comme les yeux d'un chat. Il a travaillé sur la physique de Star Wars et récemment sur Avatar. Enfin, je pense que tout ça, tu vas un petit peu nous en parler. Voilà. Et puis bon, de temps en temps, c'est aussi quelqu'un qui conseille beaucoup les auteurs de science-fiction. Lorsqu'on a des petits problèmes de physique, on peut lui poser des questions, il y répond toujours bien gentiment. Et il faut aussi dire qu'il est le parrain, enfin le président du plus grand festival de science-fiction au monde aujourd'hui, à Nantes, les Utopiales, qui se déroule chaque année. Et cette année, ça sera du 28 octobre au 2 novembre, je pense. 28 octobre, c'est toujours pendant les vacances de la Toussaint, dernier week-end des vacances de la Toussaint où il y a le 1er novembre, c'est du 28 octobre de novembre. Vous avez un nombre impressionnant d'auteurs anglo-saxons qui viennent des États-Unis, d'Angleterre. Vous avez des sélections de films dont certains ne passeront jamais sur les écrans, ni même ne seront peut-être vendus directement en DVD sous-titrés en français. Donc c'est l'occasion d'aller les voir. Vous avez des auteurs de bandes dessinées, il y a des jeux de rôle, il y a vraiment tout. Enfin là, c'est plutôt de belles expositions aussi. C'est vraiment un gros morceau. Je ne sais même pas comment tu peux trouver le temps pour faire tout ça. Aux Utopiales, je ne suis pas tout seul. C'est un très gros festival parce qu'il y a eu 55 000 visiteurs l'année dernière. Il y a tous les supports, évidemment. On a la science-fiction littéraire, évidemment, qui est dignement et largement représentée, et aussi francophone. Il y a beaucoup d'auteurs français. Tous les auteurs français sont passés au moins 3 fois, voire plus, aux Utopiales. Le cinéma, la bande dessinée, le manga, les jeux vidéo, les jeux de rôle, jeux de plateau, enfin tous les supports qui parlent, qui discutent, qui dessinent de la science-fiction sont représentés. Et donc il y a une équipe énorme évidemment qui s'occupe de tout ça. Moi je suis que le président, donc je fais le beau et tout va bien. J'impulse un peu quelques directions intellectuelles, on va dire, mais je ne suis pas tout seul parce que Hugo Bellagamba, qui est aussi un universitaire, qui travaille à l'université de Nice, mais qui est aussi un auteur de science-fiction et le directeur artistique des Utopiales. Et donc on a le plaisir d'accueillir de temps en temps Claude, d'accueillir tous les auteurs de science-fiction francophones. C'est pas cher, parce que ça coûte, je crois, 8,50 € pour une journée.
Et vous n'avez pas le temps de tout faire en une journée, de toute façon, donc c'est foutu. Voilà. Si vous venez de Zootopia, vous n'aurez pas le temps de tout voir. Il y a eu 110 tables rondes en 4 jours, il va y avoir une vingtaine de films projetés, il y a eu plein de choses. Donc allez voir si ça vous intéresse sur le site utopial.org, utopia le pluriel, et vous aurez le programme de l'année dernière pour l'instant, et bientôt le programme de l'année en cours. Alors, très souvent dans les milieux scientifiques, on peut se dire que la science-fiction est mal considérée. Enfin, certains n'aiment pas la science-fiction, trouvent que c'est une mauvaise littérature qui déconsidère la science lorsqu'on y dit des bêtises. Et par contre, il y a d'autres scientifiques, justement comme Roland, qui s'intéressent énormément à la science-fiction et qui la connaissent plutôt bien. Alors comment ça se fait, lorsqu'on est scientifique, que l'on peut s'intéresser à la science-fiction ? Et comment tu as commencé? Toi, tu as commencé par la science ou la science-fiction? J'ai commencé par la science, en fait. J'ai commencé à faire de l'astronomie d'amateur quand j'avais 8-9 ans. J'ai commencé à vraiment m'intéresser à l'astronomie en détail. Donc j'ai plutôt aimé la science d'abord. Et puis, il se trouve que mon père était un gros lecteur de science-fiction, avait une bibliothèque de science-fiction qu'on a après agrandi ensuite, enfin qu'on a amélioré, agrandi. Et donc, je suis tombé dans la science-fiction vers 12-13 ans, assez rapidement. J'ai dit, voilà, ça c'est ça que je veux lire finalement, c'est ça les bons trucs. Et en bande dessinée, c'est pareil, quand je suis tombé sur Bilal, je suis tombé sur Drouillet. Bon, alors évidemment, Tintin, et puis les tuniques bleues, et puis le Scrameustache, tout ça, c'était gentil, mais hop, c'est passé directement à ce stade-là. Donc j'ai lisé ça en médiathèque, parce que mon père n'avait pas, du coup, pas de bande dessinée. Mais voilà, je suis tombé dans la science-fiction vers 12-13 ans, et j'en lis depuis que j'ai 12-13 ans, donc ça fait maintenant un certain nombre d'années. Et puis, j'ai fait scientifique. J'avais déjà un goût pour la diffusion des connaissances scientifiques. J'ai fait de l'astronomie d'amateur, comme je vous disais. J'ai été animateur de camp d'astronomie, en gros, entre 17 et 25 ans. Et puis ça m'a paru assez naturel quand j'ai eu envie d'écrire des livres, ou de faire des conférences scientifiques, d'utiliser la science-fiction que j'aimais, et où il y a beaucoup de manifestations scientifiques et techniques, même si elles sont évidemment parfois un peu outrancières, exagérées, déformées. Et en même temps, moi j'ai mis la science, parce que c'est mon métier, maintenant je suis scientifique professionnel. Donc d'allier les deux m'a paru assez naturel. Et il se trouve qu'en France, personne ne faisait ça, donc c'était doublement facile. C'est-à-dire quand vous êtes astrophysicien et que vous avez envie de faire de la vulgarisation à l'époque où Hubert Reeves domine la vulgarisation scientifique en France, et particulièrement l'astrophysique, vous dites, bon, il ne va pas être facile je veux être Hubert à la place de Hubert, ça ne va pas être facile. Je travaille, mais c'est pas facile. Donc du coup, je veux dire, je me suis mis sur une voie qui moi m'intéressait aussi, parler de science en général, et pas spécifiquement d'astrophysique, parler de physique, de science même en général. Je peux parler de biologie, je ne suis pas biologiste, mais j'ai des copains biologistes qui m'ont appris des choses, beaucoup de choses, j'ai lu de la biologie, voilà. Donc du coup j'arrive à parler comme un amateur éclairé de biologie quand j'en ai besoin pour servir mon propos sur la science-fiction. Quand j'utilise de la science-fiction, un film comme Avatar, on va voir un extrait d'Avatar tout à l'heure, ce ne sera pas un extrait à tendance biologique, mais dans Avatar, que vous avez probablement tous vu, ou si ce n'est tous, une bonne fraction d'entre vous, il y a énormément d'extraterrestres qu'on voit dans Avatar, bien sûr, mais dans d'autres films de science-fiction, et j'ai une conférence complète qui doit pouvoir durer 3 ou 4 heures si je ne me retiens pas, juste sur les extraterrestres de la science-fiction. Et là, évidemment, on ne parle pas que de physique, on parle aussi de chimie et aussi de biologie. Et donc voilà, il a fallu que j'apprenne des choses pour pouvoir parler de ça. Donc j'aime a priori toute la science, même si celle que je pratique, c'est plutôt de la physique, évidemment. Et alors, puisque le sujet sont les rapports entre la science et la science-fiction, comment procèdes-tu à partir d'un roman ou d'un film de science-fiction pour en tirer, disons, la quintessence? Alors d'abord, je vais le voir. Alors c'est vrai que je ne vais pas tous les voir au cinéma parce que je n'ai pas forcément le temps. Et puis ça me permet de les acheter en DVD, par exemple. Parce que je suis plutôt, maintenant que je suis installé, quand j'étais jeune. Si j'avais été jeune étudiant maintenant, j'aurais plutôt tendance à pirater, je l'avoue. Mais là, bon, ça va. Je gagne bien ma vie, donc je peux acheter des DVD au risque d'enrichir des producteurs de films pas toujours terribles. Et puis ensuite, je les regarde plusieurs fois. Une fois d'abord comme un spectateur normal, parce que moi, comme tout le monde, je débranche mon module d'incrédulité, parce que sinon, évidemment, c'est déprimant. Les films de science-fiction, je ne vais pas vous cacher le truc, vous le savez sans doute, ce qu'on voit dedans, pour le point de vue de la science, c'est faux. Essentiellement, c'est faux, ou outrancièrement exagéré, outrageusement exagéré, ou déformé. Et puis après, on analyse, je regarde un peu ce qui se passe et tous les éléments qui peuvent me servir moi. Alors, premièrement, à dire c'est vrai, c'est faux. Mais ça, c'est la première chose que j'ai faite quand j'ai commencé à utiliser la science-fiction et qui finalement n'est pas si intéressante que ça parce que, en gros, tout est faux. Il faut juste expliquer pourquoi c'est faux et puis c'est pas très sympa. Finalement, moi, ces films, je les aime bien. Enfin, il y en a qui sont quand même mauvais, mais disons, j'aime la science-fiction. Alors, je vais pas
rejeter des films ou jouer en gros les censeurs scientifiques pour dire bah, ça c'est bon parce que la science est bien, et ça c'est pas bon parce que la science est pas bien. Quoi. Un film, une œuvre de SF en général, elle est intéressante, pas parce que la science y est bien traitée dedans. Ça n'a aucun rapport. La science peut être très mal traitée comme dans Star Wars, et dans Star Wars il y a des épisodes, en tout cas pas les derniers, mais enfin il y a des épisodes qui sont intéressants. Ou Avatar est un film qui est intéressant parce qu'il y a des éléments intéressants ou pas intéressants qui ne sont pas liés à la science. En même temps, une fois qu'on a dit c'est vrai, c'est faux, il faut quand même le dire au passage, qu'il n'y ait pas d'ambiguïté. Mais ce qui m'intéresse plus et qui est arrivé un peu après, en évoluant sur cette pratique-là, c'est de faire une enquête scientifique sur les mondes qui nous sont présentés. C'est-à-dire là, on passe à un niveau au-dessus, c'est cette fois-ci, est-ce qu'on peut essayer, peut-être même en dépit du film, et peut-être, je ne vais pas dire contre la volonté, mais sans que la volonté du réalisateur y soit pour quelque chose, est-ce qu'on peut essayer de reconstruire une cohérence dans ce que l'on voit et de tirer de l'information qui n'est pas donnée explicitement dans le film. Par exemple, on va le faire tout à l'heure, on va regarder un extrait Star Wars et on pourra, avec cet extrait, déterminer quelle est la puissance d'un sabre laser. Combien de watts un sabre laser? Personne ne sait. C'est pas dit. C'est dit dans aucun film. Vous pouvez écouter les films attentivement, la réponse elle n'est pas dite. Un sabre laser, c'est tant de watts, c'est dit nulle part. N'empêche qu'en regardant certaines séquences, et celles que je proposerai tout à l'heure, on peut faire un raisonnement scientifique dont j'exposerai les grandes lignes, et faire des calculs, donc, qui vont donner un ordre de grandeur, parce qu'évidemment, la valeur qu'on va trouver, elle va dépendre d'un certain nombre d'hypothèses qu'on va faire, et trouver un ordre de grandeur de la puissance d'un sabre laser. Et ça, c'est quand même une information que je trouve sympa, qui n'est pas désagréable au film, enfin, vous allez voir quand même si un peu, enfin, le sabre laser, parce que ça va être beaucoup trop par rapport à ce qu'on sait faire, ce qu'on saurait faire actuellement. Mais là, on a une autre démarche, cette fois-ci, qui est plus créative sur le film, qui est de dire, j'analyse le film comme j'analyse le monde, je fais une démarche sur le film qui est de me poser des questions et d'essayer d'en tirer des informations qui ne sont pas données, comme les scientifiques analysent le monde et essaient d'en tirer des informations qui ne sont pas données. La loi de la gravité, la façon dont fonctionnent les atomes ou la génétique, c'est pas écrit par défaut dans la nature. Donc il a fallu mener des investigations sur la nature pour comprendre comment elle fonctionne. Et donc là où c'est intéressant, c'est qu'en faisant ça, on se place dans une démarche de chercheur. Exactement comme les chercheurs qui se posent des questions sur notre réalité. Là, on se pose des questions sur une réalité imaginaire, je ne sais pas si on peut dire ça, c'est un peu un oxymore de dire une réalité imaginaire, mais sur des mondes imaginaires, et pour lesquels, dans certaines séquences, soit littéraires, en fait, en littérature de SF, il y a beaucoup plus de choses à faire intéressantes que dans le cinéma de science-fiction, mais elle est malheureusement en général moins connue du grand public. Donc est-ce que dans certaines séquences, on ne peut pas faire ce travail d'enquête dont tu parlais tout à l'heure sur Tintin, c'était une première tentative que j'ai faite sur Tintin avec un collègue astrophysicien. Où est le Temple du Soleil? On vous donne l'album Le Temple du Soleil, on vous donne 2 heures, un ordinateur, du papier, du crayon, un ordinateur faire des calculs, vous vous renseignez sur Internet, et la réponse, la question unique de l'examen, si j'ose dire, c'est où est le Temple du Soleil? Vous mettez votre doigt sur une carte et vous dites, il est là. Vous voyez le genre de questions? C'est des questions difficiles. Hein. C'est comme j'ai fait ça avec mes étudiants à l'école polytechnique, en cours de relativité, ou en cours d'astrophysique stellaire. Je leur dis parfois, pour les inciter à réfléchir, voilà, je leur mets l'exemple de Star Wars, la séquence là, de 30 minutes, une question, quelle est la puissance d'un sabre laser, et je m'en vais. Débrouillez-vous, démerdez-vous, je ne veux pas le savoir. Vous savez, ça vous vous rappelez sans doute dans vos petites classes, quand vous étiez à l'école, il y avait des questions, les parties, 1, 2, 3, 1, 2, 3, il y a des nombres, on vous donne des nombres, la masse de l'électron, la vitesse de la lumière, je ne sais pas quoi, des informations, on vous pose des questions, le problème est saucissonné en plein de petites questions intermédiaires, qui sont chacune censées avoir une réponse unique, il n'y a pas de question à 0 réponse, il n'y a pas de question à 8 réponses, toutes les valeurs numériques qu'on vous donne, c'est des vraies valeurs, on vous les donne toutes, il n'en manque pas, il n'y en a pas trop, tout est bien calibré. En dépit des souvenirs éventuellement malheureux que vous pouvez avoir de vos cours de physique ou de sciences à l'école, c'était calibré, c'était fait pour vous aider. Bon, c'était peut-être malhabile, on peut décider que les cours de physique et de sciences pourraient être mieux faits à l'école, n'empêche que c'était fait pour aider, c'est fait en général pour aider l'étudiant à résoudre le problème qui lui est soumis, pour finalement évaluer ses connaissances en physique par exemple. Là, c'est une autre forme d'évaluation qui est disons, plus difficile pour l'étudiant. Le niveau de physique nécessaire n'est pas très compliqué, le niveau technique en calcul est vraiment élémentaire, c'est des multiplications, des additions essentiellement, mais ce qui est difficile, c'est d'élaborer le raisonnement. Vous avez la séquence du film, vous avez une unique question mal posée, parce que vous ne savez pas quelle est la puissance d'un sabre laser, vous ne savez pas d'où va sortir l'information, et s'il faut la masse du truc, ou la longueur du chose, ou la vitesse du machin, vous ne la connaissez pas a priori, vous vous débrouillez, on ne veut pas le savoir.
vous vous débrouillez pour répondre, donc structurer votre raisonnement pour aboutir à la réponse. C'est exactement le cas de la recherche scientifique. Par exemple, quel est l'âge de l'univers? Vous avez 100 ans. Parce que si on a mis 100 ans pour à peu près comprendre que l'âge de l'univers, voilà, il y a 100 ans, on ne savait pas que l'univers avait un âge fini, on n'avait même pas une idée de cet âge-là. Enfin bref, on a mis à peu près 100 ans pour répondre à la question, l'univers a 13,77 milliards d'années. Voilà. Et donc, la recherche scientifique, c'est très long, c'est pas vous qui faites le boulot tout seul, c'est toute une équipe, ça prend des années, de votre vie de chercheur va sortir quelques éléments qui serviront au suivant pour peut-être apporter des éléments de réponse plus précis. Bref, c'est un travail collaboratif qui est long, qui est compliqué, la recherche scientifique. Et en faisant ça, on donne une idée de comment ça fonctionne un cerveau scientifique qui s'empare d'un problème mal posé. Quelle est la puissance d'un laser, par exemple? J'en ai d'autres, où est le temps du soleil? On va voir dans Spider-Man, je vais vous montrer Spider-Man 2 aussi, quelle est la puissance de la machine d'Octavius, etc. Donc on a plusieurs choses, plusieurs niveaux, le c'est vrai, c'est faux, discuter ce qu'on voit, comprendre ce qu'on voit, est-ce que ça peut faire sens, et puis après le niveau du dessus, c'est est-ce qu'on peut tirer de l'information dans certaines situations, pas toujours, parce que parfois il n'y a pas assez d'informations, ou des informations qui sont incohérentes, parce qu'évidemment, si la nature est cohérente, les auteurs de science-fiction, et surtout les réalisateurs de films, les auteurs, ils travaillent quand même, les auteurs de science-fiction, en dépit de ce qu'on pourrait penser de leurs compétences scientifiques, ils bossent la science, ils se renseignent, donc ils font des choses qui essaient d'être cohérentes, finalement, plus souvent, je trouve, que les réalisateurs de films. Et quand on trouve une petite cohérence interne, c'est sympa de tirer cette information. Voilà, donc c'est ça que je vais vous montrer par l'exemple, en vous projetant les petits extraits qui ont été gentiment, je ne sais plus qui a fait le travail, peut-être Emmanuel ici, qui a fait le travail d'extraction de certaines séquences, quelques séquences, mais en fait, ça pourrait être le film complet à chaque fois, et que ça soit Avatar, que ça soit Spider-Man, que ce soit Star Wars, on parlera peut-être de Gravity, qui n'est pas un film de science-fiction, mais il y a de la science dedans, où il y a des éléments techniques dedans. Chaque fois, je peux faire une conférence sur chacun de ces films-là. J'ai des conférences que je fais en général en 1 heure, et que si on m'agace, je peux durer 3 ou 4 heures. Voilà. Pour vous dire que, voilà, vous incitez-vous à éventuellement, avec vos connaissances scientifiques, peut-être maigres, peut-être importantes, si vous avez déjà un bagage scientifique, des études scientifiques, vous pouvez vous poser les mêmes questions et faire le même effort, essayer de se poser des questions sur ces films. Et faire la même chose dans la vraie vie, ce qui est le seul truc important, c'est la vraie vie, si je veux dire, enfin, c'est la réalité évidemment qui nous entoure, mais on peut le faire et se faire plaisir avec ces films de science-fiction. Voilà, donc c'est un peu ça, j'ai la réponse longue à une question courte, mais c'est souvent ça en science, la réponse elle est beaucoup plus longue et elle tourne et elle retourne, même si les questions courtes du genre bon alors, dans 20 ans, le climat c'est plus 3 ou plus 4 degrés, et puis la réponse c'est le document du GIEC qui fait 1500 pages. Voilà. Alors après il y a le document résumé qui fait 20 pages, et il y a la fiche pour décideur qui fait 1 feuille. Voilà, donc vous voyez la compression d'informations. Évidemment, dans la feuille, il reste peu de choses, mais c'est pour les décideurs, il faut qu'ils décident. Donc il ne faut pas leur noyer le cerveau. Ce qui est intéressant, c'est que tu ne donnes pas seulement le contenu de l'information, mais que tu présentes une démarche, et qui est la démarche du scientifique. C'est ça qui est important. Exactement. Et ça qui m'a apparu important dans un second temps, c'est qu'effectivement la science, dans les conférences scientifiques, et à juste titre, on présente souvent les résultats de la science. Ce qui s'est passé, les merveilles de la science, les belles images, et les avancées de la science. Ça, c'est un point, c'est important, c'est donc de l'information scientifique. Mais si on veut parler de science, il y a un deuxième niveau, c'est de parler qu'est-ce qui singularise la science, ou les sciences, la démarche scientifique, par rapport au reste. C'est pas pour, quand je dis singulariser, c'est pas pour dire la science c'est mieux que le reste, c'est pour dire, qu'est-ce qui la rend spéciale, qu'est-ce qui la distingue des autres activités intellectuelles humaines. Et ce qui la distingue, c'est sa démarche. C'est la façon dont qu'elle a de mener l'investigation sur le monde, et la façon qu'elle a d'envisager le monde et de l'étudier, qui n'est pas la même en poésie, dans l'art, en théologie, dans les sciences qu'on appelle humaines, ou sciences molles, que la science dure et les sciences, il y aurait sciences dures et sciences inhumaines, contre sciences humaines et sciences molles. Et donc voilà, chaque discipline a ses spécificités, a sa méthodologie, a sa façon d'aborder le réel. La science en nature, et les sciences, la physique, la chimie, les sciences expérimentales, disons, sciences physique, chimie et disons, biologie. Et c'est ça qui les caractérise. Voilà, c'est ça qui les caractérise, c'est la façon qu'elles ont de mener l'investigation sur le réel. Et si on veut comprendre la réponse d'un scientifique, il faut aussi comprendre la façon dont il a élaboré cette réponse et comprendre pourquoi. Là, je prenais l'exemple du climat, les journalistes disent alors demain, enfin dans 20 ans, c'est 2 ou 3 degrés de plus. Les scientifiques disent ça dépend le modèle, et voilà, c'est une réponse qui va être longue et compliquée parce qu'il y a des incertitudes, parce qu'il y a plusieurs façons de faire le calcul, parce que blablabla, c'est 1500 pages du rapport du GIEC.
Et le journaliste s'en fout, il veut une réponse, et oui ou non, noir ou blanc, gentil ou méchant, à gauche ou à droite, en haut ou en bas, voilà. D'accord, il veut une réponse en un mot, quoi. Et des fois, c'est pas possible en science. Il faut comprendre pourquoi c'est pas possible, parce que c'est un processus d'élaboration lent, de réflexion lente, et que moi, quand je vous présenterai mes raisonnements, il a fallu, il y a eu un petit, comment dire, décalage entre la question et la réponse, parce que j'ai un peu itéré aussi. Alors évidemment, dans des questions simples ou dans des problèmes entre guillemets simples pour moi, comme ceux de ces films de science-fiction, ça prend en fait quelques minutes. Et quand c'est des travaux de recherche, ça prend une vie de chercheur. Et même plusieurs vies de plusieurs chercheurs. Donc c'est là où c'est compliqué la science, c'est cet aller-retour entre le réel et la théorie, et l'imagination d'ailleurs, l'imagination qui est nécessaire en science pour imaginer des choses dont on va vérifier si elles sont valides finalement dans la réalité qui nous entoure. Là, on risque d'aborder un autre domaine. Je ne sais pas s'il ne vaudrait pas mieux que tu commences à donner quelques exemples, parce que sinon on va parler peut-être de l'imaginaire du scientifique et de l'imaginaire. Commençons. On fait Star Wars d'abord, hein, on peut faire un vote. Je ne sais pas si on aura le temps de faire les 4, ça va dépendre du temps, parce qu'on doit aussi libérer la salle à une heure précise. Je vais faire Star Wars d'abord, parce que d'abord c'est connu. Qui n'a pas vu Star Wars dans la salle? En général, il y a moins de mains qui se lèvent. Ça arrive toujours, bien sûr, mais il n'y a pas de honte. Hein. Mais si je vous dis sabre laser, vous savez ce que c'est un sabre laser? Vous avez entendu parler du terme sabre laser. Donc là, vous allez les voir en vrai, donc c'est l'avantage de pouvoir maintenant, dans des conférences avec des ordinateurs, des projecteurs, etc., de montrer des petits, et puis des gens qui vous font la découpe, de montrer des petits extraits. Et c'est ça aussi qui est intéressant, c'est que ces films-là, comme ils sont tellement connus, même si les gens qui ne les ont pas vus, ils en ont entendu parler et ils savent des choses sur le film, même sans l'avoir vu. Voilà, donc c'est ça aussi l'intérêt de ça, même si le film, bon, des fois il n'est pas terrible, quoi, il faut reconnaître, des fois il n'est pas terrible. Alors Star Wars, c'est parti, on va regarder, alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut cliquer 2 fois là. Voilà. Voilà, ça. Le sabre laser, c'est le truc brillant qu'ils ont dans les mains. Les deux, là, c'est des gentils. Hein. C'est eux les méchants. Vous voyez, les deux gentils veulent casser la figure aux méchants, les méchants ferment la porte. Là, le gentil, il se dit, ah, la porte s'est fermée, la grosse porte s'est fermée. Il y a des espèces de robots qui arrivent, lui, il protège son copain qui est en train, regardez ce qu'il fait. Regardez ce qui se passe. Et donc la question que je vous dis, c'est quelle est la puissance d'un sabre laser? Ah ben si, c'est possible, manifestement. Ceux-là, ils ne font pas le fier, les deux. Regardez ce qui se passe. Il fait fondre la porte en mettant son sabre laser dedans. Il le plonge dedans. Voilà, voilà. Vous avez vu la séquence maintenant? Il y a deux méchants, il y a deux gentils. Les méchants, ils sont planqués derrière une porte. La porte se ferme. D'abord, c'est une petite porte. Enfin, elle est déjà pas mal, mais elle est un peu petite. L'autre, il touille là-dedans, il fait un grand cercle dedans. Et puis ensuite, les méchants disent, oula, ça s'engace pour nous. Crac, ils referment 2 autres portes, des énormes portes devant. Et puis l'autre, il dit, bon, ben, qu'à ça me tienne. Il plonge son sabre là-dedans, il touille un peu, il se concentre, et ça fait fondre la porte. Alors, quand on monte cette séquence, voilà, appelée technique, quelle est la puissance sabre laser? Vous avez 1 heure. Alors là, vous n'avez pas 1 heure, mais est-ce que vous pouvez déjà imaginer, alors une fois, la réponse n'est pas importante, ce qui va être plus important, c'est le raisonnement, c'est le cheminement. Est-ce que vous pouvez imaginer quel genre d'éléments du film, de la séquence, vont permettre de répondre à la question sur la puissance sabre laser? Monsieur? Il faudrait savoir à quelle température fond ce métal. Par exemple, exactement. Alors, fond ce métal. Donc, il y a une question, à quelle température fond le métal? On imagine bien qu'un métal qui fond à haute température, il faut leur donner beaucoup d'énergie pour le faire fondre. S'ils font à plus basse température, on donne moins d'énergie. Donc, là, on vient de parler d'énergie. Moi, je parle de puissance. Donc, ce n'est pas une critique vis-à-vis de vous, mais c'est pour bien dire que j'ai dit 2 mots différents et que c'est très important parce que le mot énergie, c'est l'énergie. En physique, c'est la mesure d'un système, de la capacité d'un système à faire des transformations. C'est-à-dire, si vous voulez fabriquer cette table, il va falloir donner de l'énergie. Si vous voulez détruire cette table, il va falloir donner de l'énergie. Si vous voulez la refroidir, il va falloir donner de l'énergie. Si vous voulez la chauffer, il va falloir donner de l'énergie. Si vous voulez la transformer, en faire autre chose, il faudra toujours payer l'énergie. L'énergie, c'est entre guillemets les euros de la physique. Si vous voulez faire une maison, il faut lâcher des euros. Si vous voulez détruire la maison, il faut payer des euros. Si vous voulez chauffer la maison, il faut payer la maison. Si vous voulez la refroidir, il faut payer des euros. Donc c'est vraiment une unité de compte qui permet de mesurer les capacités que vous avez à transformer les choses. Donc si vous voulez faire fondre du métal, vous voulez le transformer, il va falloir payer l'énergie, il va falloir donner de l'énergie. La puissance, c'est le débit d'énergie. Combien d'énergie je vais donner en 1 seconde? Ça s'exprime en watts, alors que l'énergie s'exprime en joules. Donc quand vous parlez de température, on se doute bien, c'est un point important. Le métal qui est utilisé là, s'il est très réfractaire, sa température de fusion est très élevée, il faut leur chauffer fort, et donc on imagine
Chez vous, vous mettriez le four à 200 degrés plutôt qu'à 100 degrés. Et donc vous allez payer plus d'énergie pour faire ça. Bon, c'est un point. La question, c'est quoi ce métal? C'est-à-dire, vous avez dit, quand je vous interpelle comme ça chaque fois, c'est jamais, faut pas le prendre en mauvaise part. Je dis ça pour la suite des opérations. Hein, c'est pour vous titiller de bonne façon. On est bien d'accord. Hein, on n'est pas là pour, je suis pas le prof, vous n'êtes pas l'élève, on est d'accord. Hein. Alors, quel métal? Comment on ferait pour dire quel métal, par exemple? Ça pose tout de suite une question. La température de fusion. Bon, si on savait que c'était de l'acier, par exemple, on irait voir dans une documentation acier, température de fusion 1520 degrés. C'est la valeur. Hein, je dis pas un nombre au hasard. 1520 degrés Celsius. Là, on ne sait pas le métal. Alors qu'est-ce qu'on fait? Personne dans le film ne le dit pas. Je ne peux pas aller dans le film pour le savoir, je ne peux pas prendre d'échantillons. Donc je vais faire une hypothèse. Ce métal, c'est d'acier. Bon, si vous me dites que c'est du tungstène, c'est du tungstène. Si vous préférez un autre truc, on prend un autre truc. Donc là, vous voyez qu'on est obligé d'injecter une hypothèse parce qu'on ne sait pas ce qu'il y a dedans. Et on fait très souvent ça en physique. Quand il y a des choses qu'on ne sait pas a priori, on dit bon, on va prendre une valeur, on va prendre un métal typique, un métal courant de l'acier. Et par contre, on pourrait me répondre, mais le métal qui est dedans, c'est peut-être un super métal génial inventé par les Jedi ou inventé par je ne sais pas qui. Alors peut-être, mais quoi qu'il arrive, ce métal, il sera un mélange d'atomes qui sont présents dans la nature. C'est pas un machin magique qui est dans ce film. C'est un métal fait des éléments naturels qu'on trouve, des 92 éléments naturels. Alors vous voyez que quand je fais ça, je fais une deuxième hypothèse. Elle a l'air de rien. C'est que je suppose que toutes les lois de la physique de ce film, c'est les mêmes que ici. Que même que dans mon univers à nous, que dans notre univers. Ça, c'est important, parce que si c'est pas ça, bah, c'est de la magie. Enfin, je sais pas, je peux rien dire. Par exemple, je n'ai jamais fait la physique ou la chimie ou la biologie de Harry Potter. Parce que Harry Potter, c'est explicitement de la magie. Donc, c'est des lois qui ne sont pas celles de notre monde. Je peux les constater dans le film, dans les œuvres, mais je ne peux pas les investiguer, je ne peux pas les mesurer, je ne peux pas les quantifier dans mon monde. Donc je ne peux rien en dire, à part constater qu'on met de la poudre de cheminée, et hop, on est transporté ailleurs. Voilà, ben, super. J'en suis bien content. J'aimerais pouvoir faire ça, mais je suis tout à fait incapable de comprendre comment ça fonctionne, parce que ça n'existe pas du tout dans mon monde. Alors que des trucs qui fondent, avec de la lumière, dans mon monde, ça existe. Ça s'appelle les lasers de découpe, c'est pas des sabres laser, et ça fait fondre, ça découpe des épaisseurs de métal, qui sont de plusieurs centimètres. Hein. Vous regarderez sur Internet, Google, laser de découpe, vous aurez des vidéos, il y a des vidéos commerciales, hein, et vous verrez, c'est impressionnant. Ça découpe des plaques d'acier de plusieurs centimètres d'épaisseur, ça fait des tours comme ça, très très bien. Donc je sais faire ça dans mon monde, donc je peux comprendre ça si j'imagine que ce sont les mêmes lois que mon monde. Évidemment, c'est une hypothèse que je fais, et remarquez que cette hypothèse-là, les astrophysiciens font la même. C'est peut-être pas pour ça que c'est peut-être pas pour rien que c'est l'astrophysicien qui s'intéresse à ça. Les astrophysiciens, quand ils disent la température au centre du Soleil, c'est 15 millions de degrés. Personne n'a été voir au centre du Soleil. Quand ils disent l'âge de l'univers, c'est 13,67 milliards d'années, il n'y a pas un type qui est là avec un chronomètre depuis 13 milliards d'années pour dire ah oui, c'est ça la réponse. Ils reconstruisent une histoire de l'univers, une structure du Soleil à partir de ce qu'ils en voient et de la physique d'ici et maintenant, de la Terre. Imaginons que la physique du Soleil, la physique des galaxies lointaines et de l'univers tout entier est la même que la physique d'ici et maintenant sur Terre. S'ils ne font pas cette hypothèse, on peut les dormir, on est tous au chômage instantanément. Ce n'est pas la peine de faire de l'astrophysique. Et cette hypothèse n'a pas toujours été faite. Quand on prend par exemple Aristote, et ses descendants, mais mettons Aristote comme emblème, un philosophe de la nature, comme on dit, donc on dirait un physicien maintenant ou un scientifique, un philosophe de l'Antiquité, qui imaginait que tout ce qui se passait en deçà de la Lune, et singulièrement sur Terre, relevait de 4 éléments qui étaient la Terre, l'air, l'eau et le feu, et que ce qui se passait au-delà de la Lune relevait d'un 5e élément qui s'appelle la quintessence. Les lois de l'espace, les lois au-delà de la Lune et les lois de la Terre n'étaient pas les mêmes. Et Galilée, un des grands... Galilée a été, de ce point de vue-là, tout à fait révolutionnaire en sciences. Une de ses grandes avancées, notamment, c'est de réaliser que les lois du ciel et les lois de la terre sont les mêmes, ou de dire que maintenant on va supposer que les lois du ciel et les lois de la terre sont les mêmes, parce qu'il constatait que sur la Lune, il y avait des montagnes, avec sa lunette, hiver 1609-1610, il constate que sur la Lune, il y a des montagnes, et que donc la Lune a des propriétés communes avec la Terre. Alors qu'avant, on imaginait que la Lune était parfaitement sphérique et parfaitement lisse. Il constate que c'est faux, il constate que ça ressemble un peu à la Terre parce qu'il y a des montagnes,
Et donc il le dit en italien, mais en français ça donne que la Lune est terreuse. La Lune a des propriétés communes avec la Terre. Et donc, je peux comprendre des choses de la Lune en comprenant des choses sur la Terre. Par exemple, je comprends qu'il y a des zones plus sombres, des zones plus claires sur la Lune, parce que les terrains ne sont pas les mêmes, parce que sur Terre, je constate qu'il y a des matériaux qui sont plus sombres ou plus clairs, éclairés par le Soleil, parce qu'ils ne sont pas de même nature. Donc le fait que l'hypothèse ciel égale terre, c'est-à-dire les lois du ciel et les lois de la terre sont les mêmes, n'est pas naturelle, n'a pas été naturelle pendant 20 siècles, à partir d'Aristote à Galilée, en gros, et qu'ensuite elle est devenue plus naturelle. Jusqu'à maintenant, elle est tout à fait évidente, elle paraît tout à fait évidente. On fait la même hypothèse. Vous voyez que là, l'air de rien, je vous ai fait un peu d'épistémologie. J'aurais fait conférence d'épistémologie ce soir, j'étais moi et Claude, et puis madame qui m'a invité, et puis Quentin qui nous filme, et Emmanuel qui nous filme, et puis basta, quoi. On était tous, et puis c'est tout, on aurait bu un coup ensemble. Parce que ça faisait quelque chose d'un peu plus... Ouais, on ne comprend pas bien, ça va pas être sexy. Mais là, je vous ai glissé un peu d'épistémologie. Je vous rassure, on ne va pas faire que ça, on va répondre à la question du sabre laser quand même. Et ça veut dire que, vous voyez, en faisant cette démarche-là, on parle aussi de la façon dont on pratique la science, dont on l'a pratiquée, dont on la pratique maintenant, et dont on la pratiquera peut-être de façon différente dans quelques années ou quelques siècles. Donc il nous faut la température de fusion de cette porte d'acier, que je suppose d'acier. Mais est-ce que c'est suffisant, la température de fusion? Ça, c'est un point important. S'il y avait une petite porte ou une grosse porte, alors c'est pas la taille de la porte qui compte, si on reprend l'extrait, on va couper le son parce que là, du coup, il n'est pas très important. Si on reprend l'extrait, regardez, on va se remettre, voilà, regardez ce qu'il fait. Il a une sorte de... On va le revoir, j'espère. Voilà. Il a une sorte de découpe. Avant que la grosse porte secondaire se ferme, il fait une sorte de découpe dans la porte. Donc il délimite une zone, et c'est justement cette zone qui va fondre ensuite. Il ne fait pas fondre toute la porte. Mais la zone aurait été plus petite, ça aurait été sans aucun doute plus facile à faire fondre. Il y aurait eu moins d'énergie à payer. Donc ce qui va compter aussi, c'est la quantité de matière qui va faire fondre. Donc il faut essayer d'estimer la masse d'acier qui va faire fondre. Comment j'estime cette masse d'acier? Voilà, on pourrait dire 100 kg, 2 tonnes, 1000 tonnes. C'est du hasard. Est-ce qu'on peut essayer de l'estimer? Ça veut dire d'avoir un raisonnement qui nous permettra de dire, ben ça va être tant, à peu près, en ordre de grandeur. On n'aura pas une précision évidemment au gramme près, c'est pas le but. On sait, le sabre laser mesure à peu près une certaine... Alors on sait comment? Ah d'accord. Si on sait que le sabre laser mesure, on va pas faire quelque chose. Alors après il y aura... Mais alors comment on le sait qu'il mesure un certain? Alors, dites-moi, qu'on se poursuivait? Si on va dire qu'il mesure 1,10 m, on voit qu'il y a 20 cm qui dépassent. Voilà, par exemple. Mais comment on sait qu'il mesure 1,10 m? Par rapport à la taille de celui qui porte. Voilà. Ben, vous avez tout compris. On compare le sabre laser à la taille du type, et on se dit, le sabre laser, il fait plutôt 1,50 m, enfin, ou 1,40 m. Et encore une fois, on peut discuter. Si vous me dites 1,10 m, on dit 1,10 m. Si le type il est grand comme vous, on va dire, s'il est petit comme moi, on dit, bon, d'accord, donc on compare, on se fait une idée, et on discute. C'est-à-dire que vous voyez, l'argument, ça c'est aussi important en science. On discute. Vous me dites 1,10 m, moi je dis, oh non, 1,40 m, puis on se met d'accord. On va dire, bon, d'accord, 1,10 m, c'est un peu léger, 1,50 m, et on se met d'accord. C'est une affaire de consensus aussi, surtout quand on n'est pas sûr, quand il y a une mesure. Si je mesure, alors on sort le double décimètre, vas-y, ok, on va arriver à une conclusion. Mais là, je ne peux pas le faire, je ne peux pas aller là-bas. Il y a une affaire aussi de consensus en science. On se met d'accord en discutant pour avoir une estimation qui semble pertinente à tous les acteurs. On peut aussi faire une chose, c'est, là vous allez avoir l'idée de l'épaisseur, mais la taille de la porte, ce qui va compter, c'est le volume de l'acier fondu, et on va avoir besoin de la masse volumique, combien de kilogrammes pèse 1 mètre cube d'acier, estimer le nombre de mètres cubes d'acier, et en déduire la masse d'acier. Voilà le raisonnement. Alors le nombre de mètres cubes d'acier, vous avez déjà peut-être une estimation par votre moyen de l'épaisseur de la porte. On pourra avoir une estimation du cercle, on va dire du gros, c'est une sorte de cylindre qu'il a fait fondre, donc de la taille du cercle. Alors pareil, on compare avec la taille du personnage. La porte aussi, regardez qu'est-ce qui va se passer quand les deux là s'agacent un peu. Il y a une grosse porte qui se ferme, une autre grosse porte qui se ferme. Alors moi j'avais une autre estimation pour l'épaisseur qu'ils font, parce que là après, là il n'est pas content. Il se dit ça, ils ont fermé la porte. Donc c'est les 3 portes qu'il va faire fondre maintenant. C'est pas juste la première où ça dépasse. Il va plonger son sabre laser dedans, et là ça dépasse plus. Alors là on est embêté pour dire l'épaisseur de la porte, ça dépasse plus. C'est au moins aussi grand que le sabre laser, mais combien plus grand, on ne sait pas bien. Donc ce qu'on peut faire aussi, c'est comparer l'épaisseur de la porte avec des épaisseurs de porte d'acier blindé qu'utiliseraient, je sais pas, les
les coffres forts de banque, par exemple. Fort Knox, les portes d'acier de Fort Knox, elles font 80 cm d'épaisseur. Donc ça donne une idée, déjà un ordre de grandeur de l'épaisseur de cette porte, peut-être. Ça peut être aussi les portes qui servent pour les abris antinucléaires militaires. Des grosses portes qui peuvent faire 2 mètres d'épaisseur. Donc là, on va se dire, la porte, elle a peut-être de l'ordre du mètre d'épaisseur, peut-être un peu plus, mais 1 mètre d'épaisseur. Et puis le grand cercle, en comparant, si on peut se faire une idée, c'est aussi à peu près 1 mètre de diamètre. Là, on est en ordre de grandeur, on ne dit pas 1 mètre et 22 cm, ou la précision, là, elle est superfétatoire, on veut juste avoir une idée du volume de l'acier. Donc on a un cylindre qui va faire en gros 1 mètre de diamètre, 1 mètre d'épaisseur, on calcule le volume du cylindre avec ses dimensions, on va trouver quelque chose qui est à peu près 3/4 de mètre cube, l'acier ça pèse 8 tonnes par mètre cube, donc ça va faire 6 tonnes d'acier. Voilà, en ordre de grandeur. C'est pas 100 kg, c'est pas 100 tonnes, c'est 6 tonnes, peut-être 7 ou 8, peut-être 4 ou 5, mais c'est autour de 6 tonnes. Alors si maintenant on sait qu'on a 6 tonnes d'acier, il va falloir donc payer l'énergie pour... Vous avez vos 6 tonnes d'acier, il faut chauffer l'acier de la température ambiante jusqu'à 1500 degrés, alors vas-y, paye l'énergie pour ça, et il faut payer une deuxième chose, donc sans que ça se calcule, je ne rentre pas dans les détails, mais ça se calcule, et il faut payer une deuxième chose pour faire fondre l'acier lui-même, un truc qu'on appelle la chaleur latente. Je ne rentre pas dans les détails de thermodynamique, mais on peut, comme physicien, faire ce calcul. Maintenant qu'on a la température de fusion, les paramètres physiques s'appelleront la capacité calorifique et la chaleur latente, je dis ça pour ceux qui sauraient ce que c'est, sinon c'est pas grave. Il y a 2 nombres qu'il faut trouver dans les documents, acier, dans les textbooks de chimie, dans mon français, et puis vous mesurez la masse, vous déterminez la masse de l'acier, vous trouvez une quantité d'énergie. Et puis dans le film, on peut regarder combien de temps il lui faut pour faire fondre la porte. Quand il a plongé son truc là, est-ce que je peux revenir en arrière sans trop me tromper? Si ce n'était pas prouvable par des phénomènes que l'on connaît. Alors, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est que je fais l'hypothèse que moi je peux l'interpréter par des phénomènes que je connais. Et si j'arrive à l'interpréter par des phénomènes que je connais, ça me va. Si c'est pas interprétable par des phénomènes que je connais, ben je peux rien en dire. C'est de la magie, c'est Harry Potter. Voilà l'affaire. C'est-à-dire que il n'y a pas besoin d'invoquer de magie si j'arrive à rendre compte de ce que je vois à partir de ce que je connais. Parce que j'ai un argument pour dire que ça pourrait être ça. Il est inutile d'invoquer des choses bizarres pour comprendre des choses que je peux comprendre avec ce que je sais déjà. Voilà. Inutile, ça s'appelle le rasoir d'Occam. Occam, c'est un philosophe anglais du XIIe ou du XIIIe siècle qui disait « Il n'est pas nécessaire de multiplier les hypothèses si une seule suffit à rendre compte de ce que l'on voit. » Voilà. Donc si j'ai 2 hypothèses me suffisent, ben, j'en garde 2, c'est pas besoin d'en avoir 4 ou 5. Quand un des exemples célèbres du rasoir d'Occam, c'est Napoléon qui demande à Laplace, Pierre-Simon Laplace, un physicien, mathématicien français du 19e, fin 18e, début 19e, qui a écrit un grand livre de physique qui s'appelle « Le système du monde ». Et Napoléon pose la question à Laplace, et Dieu dans tout ça? Et Laplace lui répond, c'est une hypothèse dont je n'ai pas eu besoin. Il ne dit pas, il ne statue pas sur l'existence de Dieu ou l'existence de Dieu. Il statue sur le fait qu'il n'a pas eu besoin de l'invoquer pour produire sa science, pour produire ses calculs. Donc c'est une hypothèse qu'il évacue, dont il n'a pas besoin. C'est exactement comme ça que fonctionne la science. Et donc là, on peut estimer le temps que ça prend. Alors il faut essayer de remonter au moment crucial. Est-ce que ça va marcher? Ça redémarre? Oui, non? Oui? Ah, on a perdu, j'ai tout... Ouais, j'ai dû... c'est pas grave, on va le mettre... le moment crucial est utilisé par là. Voilà, il arrive. Là, il va plonger dedans. 1, 2, 3. Vous avez vu? Après, il regarde. 3 secondes. Ça va commencer à fondre. Là, il s'énerve. Et là, il continue de travailler de l'autre côté. Puis on voit la similarité, ça fond vraiment. D'accord? Donc, il s'est peut-être passé... Peut-être 5... Dans les films, il y a toujours des... Quand on a des ellipses temporelles, c'est peut-être passé 4, 5, 6 secondes pour faire fondre ce 6 tonnes d'acier. Eh bien, on peut diviser l'énergie qu'on a calculée par le temps qu'il a mis pour le faire fondre, et on trouve la réponse en ordre de grandeur, c'est 1 gigawatt, 1 milliard de watts. Alors évidemment, quand on donne la réponse à 1 milliard de watts, qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce que c'est beaucoup, est-ce que c'est pas beaucoup 1 milliard de watts pour vous? Vous pouvez répondre librement. Soit on ne sait pas ce que c'est 1 milliard de watts, on ne sait pas, mais on se dit quand même il y a 1 milliard dedans. Ça, je pose cette question parce que souvent, c'est arrivé quand je faisais des interventions comme ça en collège, 1 milliard de watts, ils disent oui, c'est énorme. Mais on dit mais pourquoi c'est énorme? Parce qu'il y a 1 milliard dedans. 1 milliard c'est grand, donc c'est énorme 1 milliard de watts. Oui, mais en physique, il n'y a pas le nombre, il y a aussi watts derrière, l'unité. Et si un watt c'est une chose toute petite, 1 milliard de watts, ça peut être pas grand-chose. Par exemple, moi, je mesure
1,750 milliard de nanomètres. Est-ce que je suis grand? 1,750 milliard. Je suis vachement grand, beaucoup plus grand que lui. Eh bien, comme j'ai utilisé une petite unité, le nanomètre, le milliardième de mètre, je fais en gros 1,750 milliard de milliardième de mètre, ça veut dire que je suis à 1m75, point là. D'accord? Et là, quand on dit 1m75, on comprend, bon, bah, d'accord, il est normal le gars, il est pas, ça va, tout va bien. Et donc, vous voyez que c'est important pour juger d'une valeur en physique, de la comparer avec, de la lire avec son unité. Donc, 1 milliard de watts, pour savoir si c'est beaucoup, si c'est beaucoup de grosse puissance ou pas de grosse puissance, si on ne sait pas ce que c'est un watt, on ne sait pas répondre. Mais on peut quand même répondre si vous avez en tête des idées de puissance. Par exemple, je ne sais pas moi, si vous pédalez sur un vélo, par exemple, vous faites combien de watts? Ou votre four ou votre maison, c'est combien de watts, votre abonnement électrique? Vous avez une idée? Donc pédaler sur un vélo, c'est à peu près 100 watts. Un humain normal. Quand il est dopé et champion du Tour de France, il fait jusqu'à 500 watts. Pendant plusieurs heures, c'est là où il est très fort. Donc un humain, c'est 100 watts. Une ampoule électrique, vous vous rappelez les ampoules dites de 100 watts? Les ampoules incandescentes, 100 watts. Voilà, ça c'est une ampoule. Donc 1 milliard de watts, ça veut dire quand même, ça fait 10 millions d'ampoules. Hein. 10 millions d'ampoules en même temps, c'est beaucoup. Du coup, c'est beaucoup. Votre abonnement électrique chez vous, c'est peut-être 9 ou 10 kilowatts. 10 000 watts. Une voiture normale, hein. Une petite voiture standard, c'est 100 000 watts. Un TGV comme celui que j'ai pris de Paris, c'est 10 millions de watts. Et une centrale nucléaire, c'est 1 milliard de watts. 1 milliard de watts, c'est une centrale nucléaire. Vous voyez le gars, là? Revenons. Enfin, on va le remontrer, ça me train d'avoir regardé. Ah non, il y a les hydrauliques là qui arrivent. Qu'est-ce qu'on va faire? On va faire ça. Comment on fait pour quitter là? On va quitter. On va le relancer. Le gars, il a... dès qu'on verra un sabre laser, ça suffira. On va le voir un peu mieux là. Voilà. Ah voilà. Vous avez vu la taille du manche du sabre laser? Il est gros comme ça. Et il y a 1 milliard de watts qui sort de ça. Et une centrale nucléaire, en gros, qui tient là-dedans. Voilà. Le sabre laser, il est possible ou pas possible? Il n'est pas facile, on va dire. D'accord? Il faut compacter la puissance d'une centrale nucléaire dans un machin qui est gros comme un manche de micro, comme un micro. Donc c'est là où on comprend qu'après le sabre laser, ça ne marche pas. Il y a plein d'autres raisons pour lesquelles ça ne marche pas. Mais on voit la une en estimant la puissance du sabre laser. En faisant ça, on a appris de la science, on a appris un peu de la façon dont ça fonctionnait, on a appris à faire un petit calcul, pas pour vous, parce qu'au grand public, on ne rentre pas dans les détails, on n'est pas dans un cours de physique. Et en même temps, c'est marré, parce qu'on constate que le sabre laser, ça ne peut pas marcher comme on le voit, évidemment. On ne sait pas faire ça, c'est un arme imaginaire, et pour plein d'autres raisons, ça ne marche pas. En même temps, aussi, on peut se rendre compte que le Jedi, là, regardez bien, on va essayer de faire ça. On l'étouille, on va le refaire avancer, vous voyez, on peut le revoir plein de fois. Donc là, il découpe, là, on comprend que ça découpe les robots, hein, les sabres laser. Hein. Bon, là, la porte se ferme, les autres sont... Voilà. Là, il n'est pas content, on sent que ça le fatigue. Alors, regardez ce qu'il va faire. Bon, hop. Il a plongé le sabre laser dedans. Voilà. Ah! J'ai parlé d'image. Là, c'était très court. Vous avez vu ce qui s'est passé quand il a plongé aux alentours du sabre laser? Vous avez vu, le métal, il a commencé à fondre tout de suite. Il est extrêmement dangereux de garder ses mains près de plusieurs kilogrammes de métal à 1500 degrés. En été, vous mettez des braises à 800 degrés à peu près, vous mettez du steak à 10 cm au-dessus, ça s'appelle un barbecue. Là, il y a 1500 degrés, et il y a un genre de steak qui est à côté. Donc on ne fait pas ça. Jamais. Donc, là, le Jedi, il fait pas bien. Du point de vue de la sécurité de laboratoire, c'est pas du bon boulot, quoi. Et puis quand ça fond, c'est brillant. Donc c'est éblouissant, il faut se protéger les yeux. Donc il devrait avoir des lunettes de soudeur ou un truc qui lui protège les yeux. Bon, c'est peut-être des jeux de Jedi, hein, je sais pas, mais voilà. Donc après, on peut s'amuser aussi avec ça. Qu'est-ce qu'il aurait dû faire si on voulait le faire en vrai? Si moi-même j'avais un sabre laser, est-ce que je pourrais vraiment faire ça? Non, parce que je pense que j'aurais tellement chaud aux mains que je lâcherais mon sabre laser. Voilà. Donc après, on peut gloser après et raconter des choses sur plein d'autres aspects, plein d'autres aspects du film. Excusez-moi, je peux juste Madame poser une question. Bien sûr, madame. La puissance nécessaire, Ouais. est-ce qu'elle dépend du point d'impact? Parce que votre porte, elle se ferme comme ceci. Oui. Donc, est-ce que la puissance est similaire si je mets le fameux sabre à l'intersection des deux panneaux ou, Ça pourrait être différent parce qu'il peut y avoir des zones de ville, il pourrait y avoir des contacts thermiques qui sont plus ou moins bons. On peut se poser ce genre de questions, alors moi, c'est là, ce genre de questions est tout à fait pertinent. Ça montre que ça vous a intéressé et que du coup, ça va titiller votre cerveau et que vous vous posez des questions.
Donc mon but est atteint. S'il n'était déjà atteint par avance, par vos goûts pour la science, par exemple. N'empêche que, aller au-delà, on peut commencer à discuter un peu, mais je reste toujours un peu dans le qualitatif, même si on a fait un peu de quantitatif, on a trouvé un nombre, même si c'est un ordre de grandeur, évidemment, parce qu'après, ça devient un peu superfétatoire. C'est un monde imaginaire, ils font ce qu'ils veulent, et effectivement, selon l'endroit qu'on choisit, il pourrait y avoir des différences. Parce que, par exemple, s'il attaque du côté des, vous le voyez peut-être un peu moins bien, mais du côté des gros vérins qu'on voit là, ben, il y a quand même moins de métal, parce qu'il y a tout un trou autour du vérin. Donc il y a moins de masse à faire fondre, par exemple. Donc il n'est pas forcément obligé d'attaquer en plein centre, il pourrait attaquer, je sais pas, sur les charnières ou des endroits particuliers qui faciliteraient son travail. Exactement. Comme quand on veut, je sais pas, découper une chaîne, ou casser une chaîne, on va essayer d'attaquer, on va essayer peut-être de repérer, il y a peut-être un chaînon qui est plus faible, plus fin, plus abîmé que les autres, ben, c'est sur celui-là qu'on va s'attaquer. Enfin, on peut attaquer où on veut, mais si on prend le plus fin, on va peut-être gagner, ou le plus abîmé, on aura peut-être gagné un peu de temps. Donc effectivement, on peut choisir son point d'impact, peut-être. Là, il a l'air assez pressé, puis de toute façon, hein, les Jedi, on a l'impression que c'est pas toujours l'habileté, enfin comment dire, ils sont assez brutaux aussi, hein. Ils rentrent dans l'art avec leur sabre, ça touille, et ils font fondre le truc, quoi. Juste, oui, pardon. Si vous avez des questions à poser, levez la main, je vous passerai le micro, comme ça tout le monde entendra la question ou votre réflexion. Voilà. Très bien, merci monsieur. Alors, je parlais tout à l'heure de sécurité, vous allez voir, je vais vous montrer un autre extrait qui va faire un peu le joint sur ça, qui a parlé aussi d'énergie, puissance, et de tout un tas d'autres choses, qui est un extrait Spider-Man 2, où on voit le professeur Octavius. Mesdames et messieurs, ma femme Rosie et moi sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Montrer sa machine. Toutefois, avant de commencer, est-ce que quelqu'un a perdu une grosse pièce de billets de $20 avec un élastique? Parce qu'on a trouvé l'élastique. Ça, c'est des gags habituels américains. Dans toutes les conférences scientifiques, le scientifique américain se sent obligé de faire une blague. Aujourd'hui, en général mauvaise. Vous allez découvrir une nouvelle source d'énergie basée sur la fusion. Économique, renouvelable et sans risque. L'alimentation électrique à la portée de tous. Permettez-moi de vous présenter mes assistants. Ces 4 actuateurs ont été développés et programmés dans le seul but d'assurer le succès de la fusion. Ils sont insensibles à la chaleur et au magnétisme. Intelligents sont contrôlés par mon cerveau grâce à une liaison neuronale. Des nanoconnexions en prise directe avec mon cervelet me permettent de faire usage de ces bras pour contrôler la fusion dans un environnement où nulle main humaine ne peut intervenir. Docteur, si l'intelligence artificielle de ces bras est aussi avancée que vous le laissez entendre, ne craignez-vous pas qu'il vous manipule? Vous avez tout à fait raison. Voilà pourquoi j'ai mis au point cette puce inhibitrice pour protéger mes fonctions cérébrales majeures. Ce qui veut dire que c'est moi qui contrôle ces bras. Mais que ses bras ne me contrôlent pas. Maintenant, place au spectacle. La lumière bleue, Rosie. Le précieux tritium est le carburant qui rend ce projet viable. Il n'y en a que 12 kilos sur toute cette planète. Et je remercie Harry Osborn et Oscorp Industries de me le fournir. Ravi de payer la facture. Mesdames et messieurs, veuillez attacher vos ceintures. Docteur, vous avez réussi une parfaite fusion.
C'est une révolution qui dépasse tous les rêves de votre père. Merci. Nous produisons un surplus de 1000 mégawatts. La puissance du soleil dans la paume de ma main. Gardez votre calme. C'est seulement une crête. Ça va se stabiliser. Mesdames et messieurs, veuillez quitter la salle. Système instable. Rupture de confinement. Coupez l'alimentation. Coupez le système. Ça va se stabiliser. Je contrôle la situation. C'est moi qui commande ici. C'est mon argent. C'est moi qui commande. Ça ne change rien. Qu'est-ce que vous faites? Retirez la puce. On va s'arrêter sur ça, parce que ça dure encore 10 secondes derrière, parce que ce que je vais reprendre, vous avez vu, dans cette séquence-là, je pense que là, je vais m'y attaquer, et on peut s'arrêter toutes les 3 ou 4 secondes, il y a un truc à dire. Alors je vais le faire comme ça, et puis vous allez voir. Parce que ça veut dire que comment ça fonctionne quand j'ai vu ce truc-là pour la première fois, c'était en temps réel, et vous allez voir que ça rigole pas. Je sais pas ce que vous avez vu dans le film, vous. Est-ce que vous avez des choses à dire? Pour commencer comme ça, est-ce que vous avez des choses à dire sur ce que vous avez entendu, vu sur cette séquence-là? Qu'est-ce que ça évoque pour vous? Est-ce que c'est vraiment une séquence scientifique? Est-ce que ça évoque des choses réelles ou des choses non réelles, imaginaires? Qu'est-ce que vous pouvez en dire? On va faire comme ça déjà, et après on va je vais pas dire le faire le corriger, mais je vais vous montrer tout ce qu'on peut dire. Et des réactions nucléaires, on parle de fusion. Il parle de fusion au début, la fusion nucléaire, ça existe vraiment. Hein, la fusion nucléaire, on sait le faire, ça s'appelle des bombes thermonucléaires. On ne sait pas le faire de façon contrôlée, ça veut dire sans que ça vous pète à la gueule en gros. On ne sait pas le faire de façon contrôlée. On espère pouvoir le faire de façon contrôlée dans un réacteur qui est en construction qui s'appelle ITER, en construction en ce moment dans le sud de la France, près de Cadarache, près de Aix-en-Provence. Et on espère faire ça, c'est pas certain. C'est en construction, on a déjà eu des prototypes qui ont précédé ça, et on est arrivé à la conclusion qu'il faudrait faire un gros réacteur comme celui d'ITER, vraiment gros, qui mobilise le Japon, la Russie, toute l'Europe, les États-Unis, et qui coûte une douzaine, je crois, 12 ou 13 milliards d'euros à fabriquer, étalé sur le temps de fabrication, donc une quinzaine d'années, ou peut-être un peu plus. Et on espère donc reproduire dans ce réacteur des fusions nucléaires de façon contrôlée pour en récupérer l'énergie. Actuellement, les réacteurs nucléaires ils fonctionnent sur le mode de la fission. On brise un noyau d'uranium et on récupère l'énergie de cette brisure. Dans le mode fusion, on assemble deux noyaux légers, en l'occurrence du deutérium et du tritium, deux noyaux légers, on les assemble, on les force à s'assembler, parce qu'ils ne le font pas spontanément, on les force en chauffant, et l'assemblage produit de l'énergie, plus d'énergie, si vous êtes bien pris, que vous n'en avez mis dedans pour forcer l'assemblage. Et donc vous récupérez, vous payez de l'énergie, vous en récupérez plus que vous n'avez payé, idéalement, et donc vous produisez, comme on dit, de l'énergie grâce à ça. Le Soleil fonctionne avec la fusion thermonucléaire, le centre du Soleil, il y a des réactions de fusion thermonucléaire. Monsieur. Bonsoir. Est-ce que vous croyez à l'énergie libre? Énergie libre je ne sais pas ce que... Hein? C'est les scientifiques qui y croient. Les scientifiques qui y croient. Ah mais, alors ce ne sont pas les scientifiques, parce que la science n'est pas une question de croyance, malheureusement, ou heureusement. Voilà, donc je n'y crois pas. Éventuellement, il faudrait préciser ce que c'est, parce que je n'ai pas de notion sur cette... j'ai pas d'idée de cette notion. Il y a aussi un aspect dans l'extrait, c'est les nanocapteurs. Oui. Alors il parle de nano quelque chose, nanotechnologie, donc ça c'est un peu le truc génial qui va faire papa-maman, qui répondra à tous les problèmes, ou qui en posera peut-être d'autres d'ailleurs, mais enfin, qui répondra à plein de choses. Donc là il fait référence à des techniques qui sont déjà... Le film a 13 ans, 12-13 ans, tout ça, toi, l'autre, une bonne dizaine d'années, il a ce film. Et donc déjà on parlait de ça à l'époque, ça vient de plus en plus. Il fait référence à la technique
on voit aussi de contrôle d'une machine par le cerveau, donc là avec ce espèce de système sur la colonne vertébrale. C'est absolument pas comme ça qu'on fait maintenant, mais il y a maintenant des objets techniques qui sont capables d'être manipulés par la pensée. Et c'est pas encore le grand luxe, hein, mais c'est incroyable. Il y a une dame tétraplégique qui a, par des capteurs qui sont posés sur son crâne directement, et par une aiguille très fine qui est implantée dans son cerveau, elle est capable de manipuler uniquement par la pensée et de boire une canette de boisson uniquement en la manipulant par un bras robot. Donc elle manipule, elle téléguide, elle manipule par la pensée le bras robot qui prend la canette, d'abord qui prend la paille, qui la met dans la canette, qui prend la canette, qui approche la canette de sa bouche et elle boit la paille. D'accord ? Donc tout ça, ça a été des mois d'apprentissage d'elle pour maîtriser ça, en collaboration avec l'équipe de recherche qui travaille là-dessus. Donc il y a des trucs incroyables qui se produisent d'interface, comme on dit, cerveau-machine, et ça progresse, ça progresse, ça progresse. Donc là, il est en train de, c'est une sorte de stade ultime de l'interface cerveau-machine que nous propose le professeur Octavius. Si on reprend l'extrait, est-ce que c'est ça qu'il faut faire? Alors attendez, on va reprendre avant ça. Mesdames et messieurs, ma femme Rosie et moi sommes heureux de vous accueillir aujourd'hui. Donc là, on voit qu'on assiste à un scientifique, c'est un scientifique qui a convoqué la presse pour montrer sa découverte. Vous avez bien réalisé que la découverte, elle n'a jamais fonctionné avant qu'il la présente, puisqu'il s'insère sur lui-même le dispositif qui lui permet de gérer la machine qui est devant. Et il ne l'a jamais testé avant, sinon il l'aurait déjà dans le dos. Ça n'arrive jamais. En science, d'abord, on publie les articles, et il y a des référés, comme on dit en bon français, des 2 ou 3 scientifiques qui relisent l'article, qui donnent un avis scientifique, qui disent c'est bien, c'est pas bien, il faut modifier ça, il faut améliorer, des allers-retours, et quand tout le monde est d'accord, je parle du consensus, ok, on décide que l'article est publiable. La découverte scientifique, elle est d'abord validée, l'article scientifique est d'abord validé avant d'être publié et montré à tout le monde. On ne fait jamais de conférence de presse avec un truc qu'on n'a jamais utilisé. Il n'a jamais mis en fonction son appareil. Donc il fait sa conférence de presse. Avant de commencer, est-ce que quelqu'un a perdu une grosse pièce de billet de $20 avec un élastique? Donc les Américains, parce qu'on a trouvé l'élastique. Très souvent des blagues dans la conférence scientifique, donc là il fait une blague qui sont souvent minables. Donc très bien. Elle est vraiment nulle, on est d'accord. Mais merci d'être venu. Aujourd'hui, vous allez découvrir une nouvelle source d'énergie basée sur la fusion. Économique, renouvelable et sans risque. Alors, économique, renouvelable et sans risque. Déjà, vous avez vu la fin du film, la fin de la séquence, le sans risque. En tout cas, dans Spider-Man, elle n'est pas sans risque, même s'il le dit à l'avance. Économique, non, parce que ça va quand même coûter des sous de fer, enfin moins d'argent qu'on a dépensé dans tout un tas d'autres conneries, notamment en 2008. On a lâché 1000 milliards pour sauver des banques. Alors, à ces taux-là, les 13 milliards sur 15 ans vont coûter ITER, c'est du roupie de Sansonnet, d'une part. Donc ça va quand même coûter de l'argent de faire ce ITER. C'est économique d'une certaine façon. Elle est renouvelable, oui, parce que ce qu'on met dedans, le deutérium et le tritium, c'est le noyau qu'on met dedans. Le deutérium, il y en a dans l'eau de mer, pas beaucoup. Hein. Il y en a à peu près 1 gramme pour 100 000 grammes. 100 000 grammes, c'est beaucoup, hein, ça fait 100 kilos. Dans 100 kilos d'eau de mer, il y a 1 gramme de deutérium. Il y a 1 gramme d'eau où à la place de l'hydrogène, H2O, H2 c'est 2 hydrogènes et O c'est de l'oxygène, c'est D2O, 2 deutérium et de l'oxygène. D2O. Il y en a 1 gramme pour 100 kg d'océan. Il y a beaucoup d'océans, donc du deutérium, on peut le ramasser. Le tritium, il en existe, il le dit, vous vous rappelez, si je ne me rappelle pas tout à l'heure, il dit qu'il en existe 12 kg sur Terre. Le tritium, c'est un élément radioactif qui effectivement n'existe pas à l'état naturel et qui est produit en continu par l'action des particules cosmiques qui arrivent sur la Terre, l'atmosphère de la Terre, qui produisent un peu de deutérium. Et les 12 kilos, c'est tout ce qu'il y a dans toute l'atmosphère de la Terre. Dans le cas d'ITER, on va produire le deutérium en continu. Il y aura une partie spéciale du réacteur qui sera prévue pour produire le deutérium, le tritium. On continue au fil des besoins et pas aller le ramasser, tellement il y en a peu, finalement 12 kg dans toute l'atmosphère, c'est absolument négligeable. Elle est renouvelable parce que oui, de deutérium, on peut en produire assez facilement. Enfin, on peut en produire presque autant qu'on veut. Pas autant qu'on veut, parce qu'on parle de ressources terrestres, et les ressources terrestres sont finies. Et le deutérium et le tritium, ben, on peut en avoir beaucoup, parce que la Terre est grande. Et, bon. Et l'énergie est nouvelle. Alors quand je dis nouvelle forme d'énergie, c'est pas une nouvelle forme d'énergie, la fusion, c'est une nouvelle façon de transformer l'énergie qui est dans les noyaux des atomes, de la transformer en énergie électrique, en énergie thermique, comme la fission est une façon de transformer l'énergie du noyau des atomes, et des gros atomes, en énergie électrique, typiquement pour la France, et pas beaucoup en énergie thermique. Tous.
Donc là, il nous dit des choses qui sont pas si mal. Des assistants. Donc il a des assistants, il a son espèce de machine. Alors, il enlève sa machine, il la découvre, c'est la première fois qu'il va l'installer, manifestement. Elle est assez étonnante. Les 4 actuateurs ont été développés et programmés dans le seul but d'assurer le succès de la fusion. Et sur le dos, il n'y a rien, il n'y a pas de piqûre, ça pique dans le dos, c'est pas comme ça qu'on fait maintenant en pratique. Si on voulait, on ne même pas faire une machine comme ça, hein, simplement contrôler une machine par le cerveau, c'est l'interface sans genre électron-spectrogramme. Vous voyez que cette petite puce là qui s'allumait derrière, il y a des trucs sans fou, c'est le truc qui dit que ça marche, c'est le on-off quoi. Et quand la journaliste après lui pose la question, oui mais vous n'avez pas peur que ça prenne le contrôle de votre cerveau, il dit non, la petite puce, vous savez comme elle est placée habilement, la petite puce, il n'a pas un truc devant lui, quoi, pratique, on appuie sur le bouton et ça s'arrête. Hein. Parce qu'après, il va prendre, c'est effectivement la machine à prendre le contrôle d'Octavius, c'est pas le rendre méchant. Donc pour de la sécurité, c'est pas bien. On met pas un truc comme ça, fragile, dans un endroit inaccessible, ou pas facile d'accès. Il n'y a pas eu beaucoup de désinfection, mais enfin ça c'est un détail. Donc finalement, ça fait un peu mal. Alors remarquez bien, quand il accuse le coup, là, on sent quand même que c'est pas facile. D'ailleurs, c'est un peu inquiétant. Bon, après, ça bouge. Là, il fait une sale tête. Hein. Déjà, il a la tête du gars, on sent qu'il n'est pas de confiance. Alors là, l'image, elle est sympa. Et on peut évoquer plein de choses, hein. C'est pas que de la science. Regardez, ça. Ça vous évoque rien, ça? Léonard de Vinci, par exemple. Alors, Léonard de Vinci, il n'y a que 4. Oui, ça peut évoquer Léonard de Vinci. Effectivement, c'est marrant. L'homme de Léonard de Vinci, avec ses 4 bras, si je veux dire, et ses 4 jambes, pour montrer, ça peut être un poulpe. Alors, un poulpe, c'est pas mal. Un poulpe, ça a plutôt plus que 6 bras, mais ça peut évoquer un poulpe. Et quoi encore? Je fais ça, de travail comme ça peut faire travailler du vocabulaire, juste de l'imagination, de ce qu'on sait. Avec des enfants, quand on est en collège aussi, vous voyez, on peut très bien en CM2, on peut demander, bah, alors, votre avis, ça prend à quoi? Là, c'est un peu plus compliqué ce que j'attends de vous, d'une certaine façon. L'hydre? Hein? L'hydre? Un hydre, alors comme l'hydre a 7 têtes, effectivement, sauf que là, c'est des bras et pas des têtes, mais d'une certaine façon, ça s'ouvre, ça se ferme, il y a un œil dedans, donc, bon, ça peut être des têtes comme un hydre, absolument. Et sinon, c'est Siva aussi. Hein. Une divinité indienne hindoue à 6 membres. Hein. Donc, il est exact, qu'on voit souvent avec ses 6 bras écartés en éventail autour d'elle. Donc, vous voyez que là, c'est pas vraiment de la science, c'est juste qu'est-ce que ça évoque? Où ils ont été piochés? Réfléchissons à ce qui a bien pu peut-être se passer dans la tête des gens qui ont fait le film pour faire cette image-là. Et là, on fait une enquête, qui n'est pas une enquête scientifique, mais une enquête, essayons de comprendre comment ils ont fait le film, finalement. Donc là, ça évoque un peu Siva. Très bien. C'est un peu inquiétant aussi, hein. On voit bien que... Oui, il a pas Ces l'air... bras intelligents sont contrôlés par mon cerveau grâce à une liaison neuronale. Donc, des nanoconnexions. Des nanoconnexions. Donc là, il a tout un jargon. Donc ça, c'est très fréquent dans les films de SF. Tout un jargon scientifique réel, technique réelle, et puis mélangé éventuellement avec des mots inventés. Le gougnaphore de Piroulet a clenché, ce qui a fait tomber en panne le motivateur d'hyperpropulsion. Et vous dites, oula, ça a l'air dangereux, quoi. Hein. C'est un truc pas clair, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà, l'idée, elle est toujours là, c'est de donner l'ambiance, sans que ça soit vraiment de la science non plus. Mais on peut essayer, de temps en temps, il y a des mots qui font sens. Quand on parlait de nano, hop, ça fait penser aux nanotechnologies. Contrôler la fusion dans un environnement où nulle main humaine ne peut intervenir. Docteur, si l'intelligence artificielle de ces bras est aussi avancée que vous le laissez entendre, ne craignez-vous pas qu'il vous manipule? Vous avez tout à fait raison. Voilà pourquoi j'ai mis au point cette puce inhibitrice pour protéger mes fonctions cérébrales majeures. Ce qui veut dire que c'est moi qui contrôle ces bras, mais que ces bras ne me contrôlent pas. Maintenant, place au spectacle. La lumière bleue, Rosie. Donc là, c'est place au spectacle, vous avez vu, c'est l'idée du spectacle. La science, ça peut être aussi un spectacle, mais c'est pas un spectacle dans les laboratoires. Mais notez que la science a été un spectacle, ou plutôt quelque chose qui était des rudiments de science ont été un spectacle, quand il y avait par exemple dans les foires, au 14e, au 15e, et surtout 16e et 17e, des électriseurs, des gens qui utilisaient des machines à électriser, et ils chargeaient, en fait, c'était un condensateur, qu'on appelle une bouteille de Leyde, de la ville, du nom de la ville de Leyde, en Hollande, une bouteille de Leyde, et ils chargeaient par une machine électrostatique, ils chargeaient cette bouteille, et vous payiez 10 sous, vous touchiez, vous preniez une décharge électrique, ah c'était super. C'était le Disneyland de l'époque. D'accord? Et les démonstrations qui étaient faites, notamment par rapport au roi, c'était, eh bien, amène tes gardes, roi, amène tes gardes, alors il y a 10 gardes en ligne, ils se tiennent la main, il y a un garde qui touche une grosse bouteille de lait, et les 10 gardes font un bond, et ils tombent par terre. Ah, bravo, bravo, voici une rente de 1000 louis. D'accord? Donc, la science a été utilisée comme spectacle. Il y avait des spectacles de foire, d'une certaine façon, qui relèvent de choses qui sont maintenant de la science.
et qui pouvaient se passer comme de la magie, des pouvoirs incroyables, ou des choses extraordinaires à voir. Donc la science a été un spectacle. Ça peut être aussi un spectacle. Il y a des spectacles qui sont les lasers chauds, ou je sais pas quoi, qui utilisent la science évidemment, mais la science ne se présente pas dans sa façon de se produire et de se présenter dans ses résultats, ne se présente pas comme un spectacle évidemment. Donc là il pousse toute la matérielle. La machine à fusion du professeur Octavius, la voilà. Vous avez vu les types à côté. La taille de cette chose-là, c'est peut-être 2 mètres de haut, 2 mètres de diamètre, 3 mètres de haut, 3 mètres de diamètre. La machine militaire, le bâtiment fait 50 mètres de haut, 50 mètres de côté. La machine qui est à l'intérieur, elle pèse je ne sais combien de dizaines, peut-être même de centaines de milliers de tonnes. Et la zone où il y aura le confinement du plasma, du gaz très chaud, 250 millions de degrés, où il y aura les fusions, espère-t-on, cette zone-là, c'est un tore, c'est une roue de bicyclette qui fait 10 mètres de diamètre verticalement et 10 mètres de diamètre horizontalement. Donc c'est beaucoup plus gros que ça. Voilà. Donc là, il a fait une machine à fusion qui est vraiment super à la classe. Ceci dit, j'anticipe peut-être, mais ça me ressemble moins à un tokamak qu'à l'autre technologie alternative que les États-Unis ont envie d'utiliser avec un faisceau croisé de laser. Où l'on voit que les auteurs de science-fiction lisent la science, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Eh bien, c'est que cette machine, elle ressemble pas tellement à un tokamak comme ITER. Tokamak, c'est un mot russe qui veut dire en français un confinement du plasma, donc du gaz qui va se faire de la fusion, confinement par un champ magnétique, par des aimants, entre guillemets, des électroaimants. Là, on a un peu les deux à la fois. On va voir pourquoi. Je vais revenir sur ta remarque sur l'autre méthode de faire de la fusion, l'autre idée qu'on imagine. C'est que il va utiliser, écoutez bien ce qu'il va dire, il va le prendre avec sa petite pince. Le précieux tritium et le carburant qui... Le précieux tritium. Tritium, on dit. Il n'y a pas que du tritium, il y a du deutérium aussi. Il n'y a pas que du tritium. Donc là, il dit du tritium, c'est un des éléments qu'on va utiliser pour la fusion. Ce projet viable. Donc l'autre, il est content de payer des $. 12 kilos sur toute cette planète. Les 12 kilos, c'est à peu près plausible, mais c'est jamais les mêmes kilos. Parce que le tritium se désintègre et est reproduit en continu par les rayons cosmiques. Donc nous, pour ITER, on le produira in situ. Et je remercie Harry Osborne et Oscorp Industries de me le fournir. Alors regardez, l'échantillon de tritium, il le pose là, et il tient tout seul en l'air. C'est possible, ça? Oui. Ah oui. C'était spontané, alors est-ce que vous pouvez... Il y a des électroaimants sur les 4 arcs. On les voit quand l'image recule. Oui, exactement. On peut faire ce qu'on appelle de la lévitation magnétique. Utiliser un champ magnétique pour faire tenir un objet sans support apparent en l'air. Comme dans la Thor. Comme dans le Thor, exactement, comme dans le Thor. On utilise un support. Donc c'est là où ça ressemble un peu à ITER, ça ressemble, parce que ça utilise un champ magnétique pour faire tenir le gaz. Là, le gaz, en fait, on ne le voit pas, c'est la petite sphère jaunâtre à l'intérieur duquel on peut imaginer qu'il y a le tritium. Et le deutérium, j'espère aussi, s'il y a du tritium, il ne se passera pas grand-chose. Et donc, il le fait léviter, probablement par un champ magnétique. Donc ça ressemble un peu à ITER, en ce sens que ça utilise des champs magnétiques, mais en même temps, le tritium, donc ils le font tourner avec un petit bruit marron, donc ça c'est des petits effets spéciaux pour qu'il se passe quelque chose. Alors là, oui, là très bien. Vous avez vu là? Ah, là par rapport au Jedi tout à l'heure, sécurité, très très bien. Il va regarder un plasma de fusion à 250 millions de degrés, il met des lunettes de soudeur. Mais il est un peu à poil. Bon, on va discuter de ça dans un instant, et bah, mais ça part d'un bon sentiment. Voilà, c'est plutôt bien, il met des lunettes de soudeur, c'est bien. Le public, oui, et comme fait remarquer Claude, derrière le public, t'as rien. Hein, donc ça, c'est pas bien. Tout le monde devrait mettre ses lunettes de soudeur. Alors là, il appuie sur un truc, plouc, 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 ça fait du bruit, plouc, 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 ça allume ce qui ressemble à des faisceaux laser. On comprend, et c'est pas dit explicitement, mais ce qui ressemble à des faisceaux laser. Et là, ça évoque ce dont parlait Claude, qui est la possibilité de faire de la fusion, non pas dans un plasma très chaud, confiné, gardé longtemps dans une bouteille magnétique, une sorte de bouteille de boîte magnétique en forme de tore, de roue de bicyclette, de chambre à air de bicyclette, mais cette fois-ci, c'est d'éclairer un petit échantillon par des faisceaux laser très intenses pour provoquer la fusion dans l'échantillon. Et la fusion va durer le temps qu'il y a du deutérium dans l'échantillon, c'est-à-dire pas longtemps, en pratique quelques milliardièmes de secondes. Et là, vous avez vu comme ça dure, ça fait un machin, enfin, il se passe des trucs, hein, ça ne dure pas un milliardième de seconde. Bon. Donc là, c'est un peu curieux, mais là, il y a un mélange entre ce qu'on fait, va faire dans ITER et peut-être les autres tentatives qui sont faites en France aussi, aux États-Unis, avec le NIF,
le National Ignition Facility, le gros laser, un gros laser de très grande puissance et très grande énergie, surtout aux États-Unis, et puis le laser mégajoule français qui est en construction, même en service, hein, qui a fait ses premiers tirs en décembre dernier. Des mégajoule qui est construit à Bordeaux. Donc il éclaire par des lasers, et puis ça fait, ça c'est un peu l'angoisse, paf, ça fait ça, et l'aide lui dit c'est bon, vous avez fait des réactions de fusion. Bon, vu la petite quantité de deutérium qu'il y a dans la petite sphère, elle devrait se produire et se finir. Premièrement. Deuxièmement, quand vous voyez ça, qu'est-ce que ça vous évoque, cette petite image qui est là? Un soleil, exactement. En dépit du fait que c'est pas tout à fait le soleil qu'on voit avec nos yeux habituellement. Hein. Le soleil qu'on voit avec nos yeux, d'abord on est ébloui, et puis on l'imagine plutôt quand on regarde avec une paire de verres à soudeur justement, ou de verres en polymère noir très sensible. Le 20 mars, hein, n'oubliez pas, il y a une éclipse de soleil, une éclipse totale de soleil qui va se produire dans les Svalbard norvégiennes. Vous avez encore le temps de prendre un billet d'avion pour aller là-bas. Mais si vous restez à Béziers, ce qui est aussi une bonne possibilité, vous ne la verrez pas totale, vous la verrez comme une éclipse partielle. Donc courez, vous achetez des lunettes polymère noir ou des verres de soudeur, pas des verres fumés à la bougie. Vraiment, il faut deux choses. Des verres de soudeur, la seule sécurité pour les yeux, c'est les verres de soudeur ou ces lunettes en polymère noir qui sont généralement produites à l'occasion des éclipses, justement pour les observer sans danger, pour observer le passage de la Lune devant le Soleil, qui ne sera que partiel à Béziers, à peu près 72% je crois vers Béziers, quelque chose comme ça, 78% vers Paris, 80% vers Londres, et puis 100% éclipse totale si on est au nord de la Norvège. Donc profitez-en, 20 mars maximum, 10h40. Oui. Il y aura sur le parvis de la médiathèque Pierre-Jean Failly qui a montré déjà le soleil vendredi soir. Oui. Il sera avec son télescope. Ah ben voilà, alors c'est intéressant pour des projections, vous pouvez voir. Voilà. Allez-y, c'est toujours une éclipse, c'est toujours un événement passionnant à regarder, à suivre, à comprendre ce qui se passe. Merci de l'information, c'est très intéressant. Donc là, on voit un petit soleil, même si ça ne ressemble pas vraiment au soleil, on voit un petit soleil. En fait, si vous avez déjà vu des images du soleil en rayons X, donc dans une lumière qu'on ne voit pas avec nos yeux, c'est exactement ce qu'on verrait, presque exactement ce qu'on voit du soleil en rayons X. Les rayons X, c'est une lumière de très grande énergie qu'on ne voit pas à nos yeux et que l'on voit dans ces zones là, qui sont ces petits cheveux, là, ces petits filaments qu'on voit, qui sont comme les petites éruptions du soleil où la matière solaire est chauffée à des millions de degrés, alors que la surface habituelle du soleil est à plusieurs milliers, 6000 degrés. À 6000 degrés, la surface solaire rayonne en lumière visible, on voit le soleil avec nos yeux. Les éruptions et certaines parties du soleil actives peuvent voir la lumière, la matière chauffée à des millions de degrés, et là la matière va rayonner en rayons X. Alors du coup, on ne devrait pas voir ce truc-là. Si c'était un plasma de fusion à des millions de degrés, il devrait rayonner en lumière X, on ne devrait pas le voir. Il devrait être invisible parce qu'il rayonne en lumière X qu'on ne voit pas avec nos yeux. Si on le voit, s'il est jaune et qu'on le voit comme ça, c'est qu'il est jaune comme le soleil, et donc il est à plusieurs milliers de degrés. Donc ce qu'on voit, si on le voit vraiment, c'est pas un plasma de fusion, sinon on ne devrait pas le voir. Vous voyez, évidemment, là c'est embêtant parce qu'ils veulent le montrer quand même, le plasma, ils veulent que les gens voient quelque chose dans le film. Non, mais là, vous voyez, il y a un problème, c'est d'ailleurs les astrophysiciens qui observent le soleil en rayons X ont le même problème, ils observent dans une lumière qu'on ne voit pas avec nos yeux, donc ils transcrivent l'information captée en lumière visible à nos yeux. Voilà, et donc ils le mettent un peu jaunâtre, parce que le soleil est un peu jaunâtre habituellement. Docteur, vous avez réussi une parfaite fusion. Parfaite fusion, donc il est content. C'est une révolution qui dépasse tous les rêves de notre père. Ça c'est sûr que le jour où on fera la fusion contrôlée, ça ira, voilà, ça sera pas une révolution, mais ça va être pas mal. C'est-à-dire qu'un réacteur comme ITER, s'il était en production, il ne sera jamais en mode de production, hein, de genre de production d'électricité. Il n'est pas prévu pour ça, c'est plutôt une expérience de physique. Un réacteur pourrait produire genre 1 gigawatt, avec une espérance de vie bien plus grande que les réacteurs nucléaires, et surtout qui ne produit aucun déchet. Et qui s'arrête dès qu'il n'y a plus de combustible. Dès que la petite pastille jaune, il n'y en a plus, ben, ça s'arrête. Les réacteurs nucléaires, à fission, s'ils sont si délicats à manipuler, c'est qu'ils sont précisément, si on ne fait rien de spécial, ils divergent spontanément. C'est-à-dire qu'ils produisent de plus en plus d'énergie spontanément pour aboutir, quand c'est plus maîtrisé, à Fukushima. Alors là, c'était provoqué pour partie par un cataclysme naturel, et à Tchernobyl. Donc un réacteur nucléaire, c'est quelque chose qui est constamment en espèce d'équilibre instable, et on maîtrise cette instabilité. Alors il y a une procédure, et en général ça se passe bien, mais voilà. Les réacteurs à fusion, il n'y a aucune instabilité. Justement, il y a tellement d'instabilité que c'est compliqué de les allumer. Et c'est pour ça qu'on construit ITER, parce qu'on n'a jamais réussi à les allumer dans des appareils plus petits.
Donc lui, au contraire, il est d'une certaine façon beaucoup moins dangereux, parce que dès qu'il y a un problème, ça s'arrête. Le plasma refroidit tout de suite et les fusions s'arrêtent. Nous produisons un surplus de 1000 mégawatts. Mais 1000 mégawatts, c'est 1000 millions de watts, c'est donc 1 milliard de watts. Comme le sabre laser. Et... Pourquoi il n'est pas carbonisé là? Ah voilà. Et voilà. Parce que les 1000 mégawatts, il faut bien qu'ils sortent quelque part. Ils sortent comment? Ben on le voit là. C'est brillant, ça rayonne, ça sort sous forme de lumière. Et donc le gars, il doit être complètement carbonisé, que ça soit de la lumière visible ou de la lumière en rayons X. 1000 mégawatts, c'est monstrueux. C'est une énergie monstrueuse. Vous, il est combien là, la distance? Bah, pareil, on compare la taille du type, il doit faire 1m75, 80, on ne sait pas, enfin, un humain mâle moyen, il est à 3 mètres quoi. Il y a un machin qui rayonne 1000 mégawatts à 3 mètres, vous pouvez calculer le flux d'énergie que ça fait sur votre peau. Et ça fait beaucoup. En fait, on peut même calculer un autre truc. Je me suis amusé à calculer si cette sphère qui doit faire à peu près 1 mètre de diamètre, encore une fois, parce qu'on peut la comparer avec la taille du type, si cette sphère de 1 mètre de diamètre rayonne 1000 mégawatts, il faut se placer, et que vous vous en placiez à 300 mètres de distance, donc 1 mètre de diamètre, 1000 mégawatts, vous êtes à 300 mètres, vous recevez à cette distance autant d'énergie qu'un steak reçoit de puissance dans une poêle. Donc ça veut dire que ce n'est pas la distance de sécurité, on est bien d'accord. C'est-à-dire vous grillez comme un steak. Vous sentez que vous mettez votre main dans la poêle, vous l'enlevez, c'est bon. Vous êtes brûlé un peu, ça va. Ça veut dire que vous sentez qu'il fait chaud, vous partez. Mais là, le type, il est, comme vous dites, carbonisé. Carbonisé. Et derrière, pareil. Donc les lunettes de soudeur, c'est plutôt, ça fait partie d'une bonne intention, mais c'est un peu insuffisant. Il faudrait vraiment prendre du recul, il faut, voilà, bon, et beaucoup de recul, enfin c'est compliqué. Donc il manipule. Regardez, vous avez vu autour de la sphère, là, vous voyez l'espèce d'autres sphères qu'il y a autour de la sphère jaunâtre, qui est la sphère du Soleil, qui ressemble au Soleil. Il y a une espèce de sphère, comme on dit en science-fiction, des champs de force. Il y a un machin qui garde le plasma, avec l'idée toujours d'un champ magnétique qui va confiner ce plasma. Là, il a une forme sphérique, on ne peut pas faire de champ magnétique une symétrie sphérique, pour une raison très fondamentale de physique, donc c'est pas possible de faire comme ça, mais l'idée, là, c'est un mélange entre un plasma confiné et un plasma allumé par laser. Incidemment, ce qui est ici, on voit que, il nous l'a dit, il va dû le dire, là je crois d'ailleurs. La puissance du soleil dans la paume de ma main. Voilà, la puissance du soleil dans la paume de ma main. Vous comprenez pourquoi il y a un soleil maintenant? Pourquoi il fait ça? Parce qu'il dit la puissance du soleil dans la paume de ma main. Pourquoi il dit la puissance du soleil dans la paume de ma main? Parce que les scientifiques qui produisent ITER et qui ont produit les réacteurs à fusion avant, qui en général travaillent sur la fusion, vendent, si j'ose dire, là je le dis de façon, je ne vais pas dire péjorative, c'est pas l'idée, mais il y a une idée marketing derrière, parce que c'est à 13 milliards d'euros le projet, il faut quand même convaincre ceux qui ont les sous, les politiques, de plusieurs pays, donc il faut vendre son projet, et donc il faut le motiver de façon compréhensible par ces gens-là. Ils vous disent, vous allez faire de l'énergie, vous allez, avec ITER, on aura accès à l'énergie du soleil. Pas l'énergie solaire. Les énergies solaires, ça fait référence aux panneaux solaires. Non, on aura accès à l'énergie du soleil. Et quand vous dites de la fusion nucléaire, on se dit, oh là là, nucléaire, ça sent pas bon ça. C'est Tchernobyl, c'est Hiroshima, c'est Nagasaki, c'est... j'ai oublié l'autre monde. Fukushima, mais c'est pas encore celle-là, t'es trop éduqué, Claude. Non, mais la centrale japonaise. Fukushima, merci. J'ai eu un trou de mémoire. C'est désastreux. C'est filmé. Ça sera sur Internet que j'ai un trou de mémoire comme ça. Donc, ça fait référence. Le nucléaire, quand on dit ce mot, il y a toujours un petit, comme au début du film, là, un petit sentiment de... Il se passe quelque chose. C'est pas un mot qu'on aime entendre parce que, voilà, ça évoque des trucs. Bon. Donc, si on veut dire on va faire de la fusion nucléaire, si les scientifiques veulent vendre la fusion nucléaire, qui est complètement différente dans son principe et dans ses conséquences de la fission nucléaire, celle qui fonctionne actuellement dans les centrales, qu'on utilise actuellement dans les centrales, il faut qu'ils essaient de rendre ça aimable. Et quand vous dites c'est l'énergie du soleil, ça vous fait peur le soleil? Pas à Béziers, le soleil c'est cool, il fait beau, le soleil c'est sympa. Vous voyez l'idée? Donc les scientifiques aussi, je ne leur jette pas la pierre, j'en fais partie, et ça fait partie du business de cette façon. Quand on veut se faire financer un projet qui coûte cher, eh ben, il faut des fois raconter des belles histoires. La NASA est très forte pour ça. Toujours quelques mois
avant la publication, avant la décision, avant le vote des budgets de la NASA, toujours elle produit des super histoires, on va découvrir la vie dans l'univers, de nouvelles exoplanètes qui ont été découvertes, etc. Donc les scientifiques, quand ils ont besoin d'argent, et bien quand il y a beaucoup d'argent en jeu, et bien il faut aussi qu'ils se vendent. Et c'est peut-être une des dérives qu'on peut regarder de la science moderne, c'est que les gros projets coûtent cher et donc doivent se vendre. La NASA, elle sait très bien se vendre. Elle sait très bien par faire moment, elle fait même des effets d'annonce un petit peu prématurés. Et du coup, qui sont faux. Et c'est ça le danger, c'est annoncer des choses qui se révèlent être des crackpots, comme on dit en bon français, des choses qui se dégonflent quelques mois après. C'est arrivé plusieurs fois, la NASA a annoncé des découvertes qui se sont révélées être des choses fausses. Mal analysées, mal traitées, prématurées. Donc jouer comme dans le film, sur le médiatique, jouer comme dans le film sur le je parle avant d'avoir fait vérifier, d'avoir fait valider par la communauté les résultats. Et assez souvent, quand on fait trop tôt, on s'expose à ce genre de problème. Vous voyez que cette séquence-là, vous voyez qu'elle est extrêmement riche pour ça. On pourrait faire encore plein d'enquêtes que je ne fais pas, de calcul, cette fois-ci, quand on a calculé la puissance d'un sabre laser. Vous voyez que ça a fait appel à énormément de choses de notre vie, parce qu'évidemment, de notre vie de science, de la science qui nous entoure, parce qu'ils s'en inspirent. Alors pour conclure, regardez, là il y a un petit courant d'air, Peter Parker regarde le trombone, il commence à bouger, les trucs se tournent. Pourquoi ça fait ça? Pourquoi ça bouge? Parce que l'objet qui est devant nous, la structure qui est devant nous, produit un champ magnétique intense qui confine le plasma. Bon, il n'était pas si intense que ça au début, puisque ça ne se passait pas, ces effets-là. Notamment, ce qu'on voit très manifestement au plafond, que tout le monde doit noter, tous les participants doivent noter, il y a ce truc qui, je pense que c'est lampadaire, c'est machin qui éclaire, qui se déplace. Ils sont ferromagnétiques, ils sont sensibles au champ magnétique, sont des métaux sensibles au champ magnétique. Il y a un champ magnétique intense, ils sont attirés, comme deux aimants s'attirent, ou comme l'aimant est attiré, ou la paroi du frigo est attiré ou attire l'aimant, et l'aimant reste collé sur la paroi du frigo qui est ferromagnétique. Donc là, on le comprend. Évidemment, ça se produit maintenant, ça laisse sous-entendre que le champ magnétique devient très intense là, maintenant. Alors qu'avant, il n'était pas. Donc il y a un problème. C'est pour ça que Peter Parker réagit. Tiens, c'est marrant, il se passe un truc. Le champ magnétique devient très intense. Et regardez un élément extrêmement intéressant. Donc il regarde. Donc lui, on voit qu'il y a des problèmes. Quel réflexe! Là, on voit que ça compense mon manque de mémoire. Cette dame-là, qu'est-ce qu'on peut dire de sa vie personnelle? C'est probablement un collier en or qu'elle a autour du cou. Ou en argent. Que lui a offert son ami, son amant, son mari. Je peux vous dire que ce qu'il lui a offert là, c'est de la merde. Parce que c'est ferromagnétique. L'or n'est pas ferromagnétique. Donc la vie personnelle de cette dame, c'est quelqu'un lui a offert un beau collier, ou alors elle l'a acheté toute seule, et elle s'est fait rouler, ou quelqu'un lui a offert un collier, et il s'est fait rouler, ou quelqu'un l'a roulé en lui offrant un collier de bouse ferromagnétique peint la peinture dorée. Vous voyez le genre de choses qu'on peut déduire avec la science. Des choses sur la vie privée des gens, de cette personne du film. Bon voilà, je vais m'arrêter là parce qu'il me reste quelques minutes, si vous avez aussi quelques questions. Et donc pour vous dire, vous voyez que il y a encore derrière des minutes, on peut dire des choses, hein, je vous rassure, j'arrête là parce que c'est pas loin d'être l'heure, et que voilà, la science, et pas que, la science est un extraordinairement puissant moyen d'investigation sur le réel et sur l'imaginaire. Donc faites des sciences, intéressez-vous aux sciences, et vous en ressortirez grandi, réjoui et savant. Merci de votre attention. Donc, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Ou pas, sinon j'appuie sur Escape et ça, je sais pas, ça continue. Monsieur? Pourquoi on ne peut pas alimenter l'inox? Pourquoi on ne peut pas? L'acier inox, pourquoi on ne peut pas l'alimenter? Il n'est pas aimantable, alors ça va être un problème de sa structure, c'est que dans l'acier inox, il y a, en plus de l'acier, il y a du nickel et d'autres choses, du chrome, enfin, il y a d'autres éléments qui font qu'il perd ses propriétés ferromagnétiques. Donc là, c'est un problème de composition. Pour être ferromagnétique, c'est du fer. Bon, ok. Et du fer avec du carbone, ça s'appelle de la fonte, ben, il y a encore assez de fer dedans et le carbone n'a aucune propriété magnétique. Mais dans l'inox, acier avec d'autres choses dedans, je ne sais plus exactement la composition, enfin en tout cas les éléments qui entrent en jeu dans l'inox, eh bien il perd ses propriétés magnétiques. Le cuivre, par exemple, pour comme élément pur, n'est pas ferromagnétique. Un aimant ne restera collé sur du cuivre. Alors, en pratique,
toutes les matières sont sensibles au champ magnétique. Les ferromagnétiques sont extrêmement sensibles et intensément sensibles. Ensuite, il y a d'autres matières, le cuivre par exemple, qu'on appelle paramagnétique. Ils sont sensibles, mais modestement, très modestement. Et ensuite, le pire, c'est vous, moi, pas que vous, votre épouse, toutes les gens, les humains, la matière ordinaire, sans combattre le plastique, qu'on appelle diamagnétique. Ils sont sensibles, mais vraiment, c'est minable, et en plus, ils sont sensibles en sens inverse de ce qui se passe pour les para et les ferromagnétiques. Donc, toute matière est sensible au champ magnétique, c'est une question de, comment dire, d'intensité, d'affinité. Le ferromagnétique, c'est, quand on voit les gros lampadaires là, du plafond qui se déplacent, c'est des trucs qui sont ferromagnétiques, ça c'est pas des paramagnétiques, et aucune chance que ce soit des diamagnétiques. Incidemment, le fait que toute matière soit sensible au champ magnétique a permis de faire léviter des petits insectes et des grenouilles. On a pris une grenouille vivante, mise dans un champ magnétique très intense, et elle a lévité, elle est tenue en l'air sans support apparent, comme on le voit dans le film avec cette petite chose métallique. On sait faire ça très bien avec des objets métalliques, ferromagnétiques, on sait le faire ça très bien. On sait le faire aussi avec des objets qu'on appelle des supraconducteurs. Et on sait le faire aussi avec des petits animaux, pas trop lourds, des insectes ou des grenouilles, dans un champ magnétique très intense tel que ceux qu'on peut produire. Pour faire un humain, pour léviter un humain de 60 ou 110 kg, il faut des champs magnétiques tellement intenses, on ne sait pas les produire, ces champs. On n'a pas la capacité à produire des champs extraordinairement intenses qu'il faudrait produire pour faire léviter un humain par sa simple affinité magnétique. Voilà. Là, tu vois, pour Superman, quoi. Ouais, voilà, après il faut Superman. Après, c'est un autre monde, effectivement. Pour Superman, après. Ou comment il s'appelle, Magneto. C'est le mutant qui manipule les champs magnétiques. Magneto. Bon, alors lui, comment il fait, on ne sait pas, quoi. Je vous remercie. Est-ce que vous avez d'autres questions? Sinon, on peut aller. Monsieur? La source de l'électromagnétisme ne venait pas de la sphère, mais vous dites des... Oui, la petite sphère un peu translucente, est-ce qu'on la revoit un peu après? On va l'essayer si on la revoit un peu après. Voilà. On la revoit un peu autour, là, sur lesquels semblent s'appuyer les bras mécaniques d'Octavius. Est-ce qu'on veut la voir? Ça va se stabiliser, on y croit. Non, manifestement. Parce qu'on va la revoir, cette petite-là. Elle n'est pas... C'est une façon... Bon, j'arrête là. C'est une façon de matérialiser ce champ magnétique qu'on ne voit pas. Le champ magnétique, le champ d'un aimant, on ne le voit pas. On peut le matérialiser, par exemple, avec de l'émail de fer, par exemple. Là, il le matérialise en faisant quelque chose de visuel, mais qui n'est pas réel, évidemment. Et il est produit, pas par la sphère... Il pourrait être produit par le plasma, bien sûr, parce que c'est un milieu chargé et en mouvement, mais il est plus probablement produit par les structures en arche qui sont autour et qui produisent ce champ magnétique, on ne sait pas comment, parce qu'elles ne sont pas assez grosses, et en plus il est sphérique, enfin, il y a des problèmes ce champ, mais c'est ces structures autour qui le produisent. Et le champ, après, du coup, il est présent partout. C'est pour ça que c'est un peu curieux de le représenter seulement sous forme d'une petite sphère qui entoure la partie jaunâtre solaire, si je veux dire. Donc tout est curieux, évidemment, là-dedans. Tout est curieux. Ça ressemble beaucoup à ce qu'on a vu dans les différentes émissions qui parlaient d'éruptions solaires, de jets de... Ah, par contre, bien sûr, regardez ça, là, voilà, il y a des problèmes, on va revenir, quand on va revenir, bon là, c'est du champ magnétique, encore, sûrement. Ah, voilà, ça. Ça ressemble, ils se sont évidemment, mais exactement inspirés du soleil. Je vous dis, regardez des images sur Internet, trouvez des images soleil en rayons X. Vous allez voir. Ça ressemble à ça. On voit les éruptions magnifiques. Là, elles sont vraiment énormes. La taille relative de l'éruption par rapport à la sphère de 1 mètre, elle est énorme. Les éruptions solaires sont énormes. Elles font à peu près 200 km de hauteur, 200 000 km de hauteur pour les plus grandes. Le Soleil fait 700 000 km de rayon. Elles font en gros, on va dire, un tiers, un petit tiers du rayon solaire. Là, cette éruption, elle a l'air de faire, par rapport au petit soleil de 1 mètre, elle a l'air de faire 2 fois peut-être son rayon. Donc sa taille relative est beaucoup plus grande que la véritable éruption relativement au véritable soleil. 200 000 km, ça c'est grand. La Terre passe largement, 12 000 km de diamètre, 12 756, elle passe largement sous l'arche de l'éruption. Il y a des éruptions qui sont beaucoup plus grandes que la Terre, qui engloberaient et nettoieraient, si je veux dire, complètement la Terre. Donc là, la rupture de confinement, c'est ce qu'il dit, c'est le champ magnétique ne fait plus son travail de garder le plasma dans un volume bien confiné, bien maîtrisé, et il s'en échappe ces éruptions qui ressemblent très exactement aux éruptions solaires. Très exactement. Et avec le mercure. Oui. Et avec le mercure.
Et avec le mercure. Il est liquide. Le mercure, c'est un métal liquide. Il est liquide, le mercure, oui. Absolument. Si on le chauffe... Il devient vapeur. Il devient vapeur. Ah bon? Ah oui. Vous chauffez un solide, il devient liquide. Un solide métallique, il devient liquide. Un liquide métallique, il devient gazeux. Vous chauffez de l'eau glaçon, de l'eau glace, vous la chauffez, elle devient de l'eau liquide. Vous chauffez l'eau liquide, elle devient de l'eau gazeuse. De l'eau, quand je dis gazeuse, c'est pas avec des bulles dedans, c'est de l'eau vapeur. Elle devient de la vapeur d'eau gazeuse. Est-ce que les vapeurs de mercure soignent vraiment la syphilis ou pas? Les vapeurs de mercure sont extrêmement dangereuses. Extrêmement dangereuses. Et tous les gens qui, à l'époque, où on faisait des caractères en plomb, où on mettait à l'intérieur des amphores romaines du plomb pour éviter que le vin se perde, etc., ont eu des problèmes d'une maladie extrêmement grave, ça s'appelle le saturnisme, y compris d'ailleurs les enfants qui dans les... à Paris notamment, mais peut-être aussi à Béziers ou ailleurs, et dans les endroits d'appartements où la peinture était très ancienne, peinture dite au plomb, ont pour certains, parce que les enfants mangent un peu tout ce que l'on mangé des particules de plomb, le plomb et le mercure aussi sont extrêmement dangereux. L'apport de mercure, de plomb, c'est très dangereux. Donc c'est pour ça que le mercure, quand j'étais petit en classe, on utilisait le mercure pour faire ce qu'on appelle des machines électrostatiques. On avait du mercure, des petits pots de mercure, on jouait avec, on faisait des cons avec. C'était pas très malin, mais bon. Maintenant, le mercure, c'est complètement banni des lycées, par exemple. Parce que les enfants faisaient trop les cons avec, c'est vraiment dangereux quand même. Puis maintenant, on le retrouve partout dans les tuyauteries, puis ça dure, et ça s'évapore, et ça reste. Ça s'évapore toujours un peu, comme une flaque d'eau. Elle reste pas là, elle s'évapore. Ben, un mercure, il reste pas là. Il finit au fil des mois, s'évapore. Donc non, le mercure et le plomb, c'est deux produits. Le plomb s'évapore moins facilement, c'est un matériau qui fond à une température assez basse, et le mercure qui fond à une température plus élevée, mais c'est deux matériaux qui sont très dangereux. Enfin, voilà, il ne faut pas les respirer, il ne faut pas les manger, il ne faut pas jouer avec. Par défaut. Et qu'est-ce que je voulais dire? Ben voilà. Oui. Peut-être qu'il va falloir arrêter. Oui, je pense qu'il faut arrêter si on sent le temps de dédicacer oui, si vous voulez que je dédicace vos livres, les vôtres et ceux de Claude. Il y a Claude aussi qui est... Voilà. Merci à vous, merci pour vos questions, votre présence. Voilà. Откройте, не бойтесь свежего воздуха. Прошу вас расстегнуть воротничок и ослабить пояс. Ноги соедините.